Ma famille de privilégiés veut prendre ma maison et la donner à mon frère, alors même qu'il m'avait mis à la porte. Je suis un homme célibataire au début de la trentaine. J'ai un frère de 29 ans, et il a déjà 4 enfants. Il a eu son premier à 22 ans, le second a suivi 1 an plus tard, puis le troisième 2 ans après, et le quatrième est né le plus récemment, il y a quelques mois. Sa femme, ma belle-sœur, et moi ne nous entendons pas, car elle aime toujours essayer de me provoquer en agissant avec supériorité, puis elle se transforme en une reine du drame extrêmement auto-victimisante si je riposte de quelque manière que ce soit. Elle peut pleurer sur commande et monter un spectacle extrêmement convaincant pour obtenir la sympathie de presque n'importe qui. Mes parents et mon frère l'adorent absolument, même s'ils savent exactement comment elle est réellement, et s'en moquent. Elle est très belle, je lui accorde ça, mais elle est si horrible que je ne pourrai jamais être attiré par elle. Elle refuse également de trouver un quelconque travail, même si elle a un diplôme universitaire, et ma mère aide volontiers avec les enfants toute la journée. Leurs finances dépendent donc entièrement de mon frère. Cela signifie aussi qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre ailleurs que chez mes parents, et l'intimité est un peu un problème avec eux tous sous le même toit, dans une maison de 3 chambres construite dans les années 60. En grandissant, mon jeune frère était aussi le favori évident. Nous avons 3 ans d'écart, mais il a développé un complexe de supériorité parce que j'étais sévèrement puni si je ripostais à ses frasques de quelque manière que ce soit. À l'époque, il était évident que mes parents tenaient beaucoup plus à lui, car il recevait la part du lion de tout, à moins que les gens ne le leur fassent remarquer, ce qui arrivait assez souvent de la part d'autres membres de la famille. C'est pourquoi mes parents ont tout emballé et nous ont déménagé à environ 240 km d'eux, de sorte qu'ils ne nous voyaient généralement que pendant les vacances, puisque c'était un trajet de 3 heures. Mon frère est devenu physiquement violent envers moi à plusieurs reprises, il a flirté sans relâche avec ma première petite amie au point qu'elle a rompu avec moi, et il riait de tous mes malheurs. Et mes parents me disaient simplement de prendre sur moi chaque fois que j'étais contrarié. Je n'étais traité à égalité que lorsque mes parents voulaient sauver les apparences. J'avoue que c'était assez drôle de voir leur tête, chaque fois qu'ils devaient me traiter comme mon frère pour les anniversaires et à Noël, simplement parce que d'autres personnes étaient présentes. Nous avions des parents très curieux qui adoraient les commérages et le drame, donc mes parents faisaient de leur mieux pour cacher ce qui se passait réellement, et menaçaient de me prendre toutes mes affaires si je ne tenais pas ma langue. Si quoi que ce soit, cela a juste fait que mes parents ont célébré encore plus quand j'ai eu 18 ans et que j'ai déménagé, car cela signifiait qu'ils n'avaient plus à subvenir à mes besoins. Je n'avais même pas encore fini le lycée quand j'ai déménagé, mais squatter les canapés était bien mieux que de vivre avec eux. J'ai eu peu de contacts depuis que j'ai quitté la maison. Ils ne se sont même pas présentés à ma remise de diplôme du lycée, mais je m'en fichais complètement. À partir de ce moment, je ne voyais généralement mes parents et mon frère que pendant les vacances, comme le reste de la famille. Le début de la pandémie de 2020 n'a pas été tendre avec moi. J'ai perdu mon emploi et n'ai pas pu renouveler le bail de mon appartement, car mon colocataire a aussi perdu son emploi, et aucun de nous ne pouvait se permettre le loyer avec l'argent du chômage. C'était un appartement de 2 chambres en location que j'aimais beaucoup. Alors que le bail se terminait, mon colocataire est parti plus tôt pour retourner vivre avec des parents, et j'ai dû vendre presque toutes mes affaires, car j'allais bientôt me retrouver sans abri si je ne réduisais pas mes biens à l'extrême. Je n'aurais vraiment pas dû louer un endroit aussi cher, mais j'aimais mener la grande vie, jusqu'à ce que cette vie ne soit plus tendre avec moi et que je réalise que j'aurais dû vivre quelque part de bien moins cher, pour pouvoir économiser plus d'argent en cas de coup dur. Mais j'avais un plan. Je possède un camion, simplement parce que j'ai toujours adoré les camions. J'ai donc trouvé un camping-car à 1 000 € en bon état et je l'ai mis sur mon camion, juste pour pouvoir y vivre pendant un certain temps. C'était censé être temporaire, mais j'ai fini par y vivre beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais jamais pensé. À l'origine, j'espérais pouvoir vivre dans le camping-car chez mes parents, où mon frère et sa famille résident toujours. Mais quand j'ai demandé à mes parents de me laisser rester un moment, ils m'ont dit que leur maison était pleine et qu'ils ne voulaient pas de moi là-bas. De plus, nous ne nous étions pas vraiment bien entendus au cours de la dernière décennie. Ils ont dit qu'ils n'accepteraient de me laisser garer mon camping-car là-bas que si je leur payais, en gros, ce que coûterait la location d'un appartement dans ma région. C'était beaucoup trop, juste pour garer mon camping-car. J'étais sans emploi et j'essayais d'économiser autant que possible mon argent du chômage jusqu'à ce que je trouve un nouvel emploi. Autant vivre dans un appartement avec le prix de location qu'ils demandaient. Mes parents ont qualifié mon camping-car de verru et m'ont dit d'aller voir ailleurs, puisque nous ne pouvions pas trouver d'accord. Et ma belle-sœur trouvait ça absolument hilarant que je doive vivre dans un camping-car.
Mon frère s'est joint à elle pour me montrer du doigt et se moquer de moi, en m'appelant un clochard. J'ai garé mon camion à camping-car sur le parking d'un magasin pour dormir la première nuit où je n'avais nulle part où aller. J'avais une peur bleue que quelqu'un essaie de s'introduire. Autant dire que je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. Je n'avais nulle part où aller, car tous les autres parents possédant des maisons étaient assez loin, et tous mes amis vivaient en appartement. J'étais aussi assez attaché à ma région, donc je ne voulais pas simplement partir. J'avais également fait suivre mon courrier à l'appartement d'un ami, c'était le seul moyen de continuer à recevoir mon courrier. Trouver un endroit stable pour se garer était assez difficile. Je suis allé chercher un emploi similaire à mon ancien. Il m'a fallu des mois de vie nomade en camping-car. Pendant ce temps, j'ai dû faire face à beaucoup de choses, des mendiants et toxicomanes aux gens exigeants que je parte parce que mon camping-car était une verrue. À un moment donné, quelqu'un qui m'a dit de bouger a prétendu faire partie d'une association de propriétaires. Je n'étais même pas garé dans une rue avec des maisons, et quand j'ai demandé de quelle association il s'agissait, il est devenu incroyablement agressif et m'a menacé. J'ai déplacé mon camping-car de toute façon, juste pour éviter les ennuis. Pour avoir un approvisionnement constant en électricité, j'ai appris à utiliser une longue rallonge pour me brancher n'importe où je pouvais afin de recharger les batteries de mon camping-car. Cela signifiait me faufiler et le brancher sur une prise extérieure d'un bâtiment au hasard, tout en étant garé dans une rue. Je sais que c'est une chose minable à faire, mais je devais garder mes batteries chargées pour que mon réfrigérateur reste froid. J'avais un petit sac d'énergie solaire pour recharger mon téléphone, mais je n'avais rien comme un générateur, et les générateurs sont bruyants et nécessitent du carburant de toute façon. J'ai donc fait ce que je devais faire. Après des mois à vivre comme ça, j'ai finalement réussi à trouver un nouvel emploi. J'ai dû déménager dans la ville voisine pour trouver un travail qui n'impliquait pas le commerce de détail. J'ai travaillé dans le commerce de détail pendant mes études universitaires et je me suis promis de ne plus jamais le faire, même si j'étais presque prêt à rompre cette promesse. Je recevais toujours de l'argent du chômage, mais je n'avais pas de logement stable pendant que je le recevais, et je ne voulais pas être toujours sans emploi quand il s'épuiserait. De plus, je m'ennuyais à mourir. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire que de lire, de regarder des films sur un petit lecteur DVD portable, d'utiliser mon téléphone ou mon ordinateur portable, et de noter où je pouvais me garer et quelle toilette publique locale je pouvais utiliser. J'enviais un peu les Japonais d'avoir des bains publics, on pourrait vraiment en avoir besoin ici. Quand j'ai finalement décroché un nouvel emploi, je vivais pratiquement sur le parking arrière du bâtiment, près de l'entrepôt et des anciennes places de parking des employés. Littéralement, personne d'autre ne semblait se donner la peine de les utiliser, car elles étaient si loin à l'arrière que la zone était presque oubliée. Mon patron propriétaire de l'entreprise aimait en fait cet arrangement, car j'étais volontairement disponible pour prendre n'importe quel quart de travail, tant que j'avais assez dormi. Il m'a même laissé enlever le camping-car de mon camion et l'installer sur l'une des places, pour que je puisse conduire sans. Je ne sais pas si c'était légal, mais personne ne nous a embêtés à ce sujet pendant tout le temps où j'ai vécu là-bas. Je n'ai pas eu à faire face à beaucoup d'intrus, il y en a eu quelques-uns, mais les gardes de sécurité les ont escortés dehors. J'étais pratiquement de garde presque tout le temps quand ils avaient besoin de moi, et je travaillais pratiquement tous les jours de la semaine. Mon patron m'a laissé brancher mon camping-car au bâtiment pour l'électricité et l'eau, et je payais un petit loyer en travaillant gratuitement le dimanche, quand personne d'autre n'était au bureau à part le concierge et le garde de sécurité. Au-delà de ça, je devais généralement me doucher à l'appartement d'un ami ou à ma salle de sport locale, car le camping-car n'avait pas de douche, et seulement des toilettes portables. Et je ne voulais pas les remplir, car les vider est une corvée dégoûtante. J'utilisais donc d'autres toilettes aussi souvent que possible. J'avais une clé de l'entrepôt et je pouvais y entrer pour utiliser les toilettes à toute heure. J'étais même en bon terme avec le garde de sécurité de nuit, il est depuis devenu l'un de mes amis les plus proches. Le camping-car était facile à chauffer en hiver avec un petit chauffage électrique. Les étés n'étaient pas amusants, cependant. Le camping-car n'avait pas de climatisation, j'ai donc dû acheter un climatiseur portable d'occasion juste pour le rendre supportable. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires et j'ai appris de nouvelles compétences pratiques auprès d'autres employés. Finalement, au milieu de cette année, j'ai décroché un meilleur poste dans l'entreprise en tant que superviseur et j'ai commencé à gagner un meilleur salaire que mon ancien emploi. C'est là que j'ai décidé que je voulais une maison. La peur que j'avais eue en perdant mon appartement m'a fait réaliser que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus stable à long terme. J'ai cherché quelque chose près de mon travail, et à seulement 3 km,
j'ai trouvé une maison préfabriquée de 3 chambres sur une petite propriété. Mais j'ai réussi à l'obtenir pour 10 000 € de moins que le prix demandé, d'une manière ou d'une autre. J'ai utilisé presque toutes mes économies pour un acompte et j'ai été approuvé pour un prêt immobilier. Finalement, je n'avais plus à vivre dans un camping-car. Il y avait assez d'espace pour que je puisse reculer mon camion derrière la maison, enlever le camping-car, et l'installer dans le jardin. Je l'ai donc mis là comme son propre petit bâtiment, juste au cas où je voudrais l'utiliser à nouveau. Une fois que j'étais complètement installé dans la maison, j'ai été assez stupide pour m'en vanter sur le livre des visages. Ma famille a vu la publication, et c'est là que cette merde commence vraiment. Après quelques semaines, mes parents et mon frère, ainsi que sa famille, sont venus me rendre visite, complètement à l'improviste, pour faire le tour de ma maison. Je ne leur avais même pas donné mon adresse, donc comment ils ont découvert où j'habite, je ne le sais toujours pas. Aucun de mes amis n'a avoué, et aucun membre de la famille ne m'avait rendu visite avant ça. Je me demande donc s'ils m'ont suivi au travail et m'ont suivi jusqu'à la maison ou quelque chose comme ça. Ça ne me surprendrait vraiment pas. Une fois que j'ai ouvert la porte, ils se sont pratiquement tous frayé un chemin à l'intérieur comme des touristes turbulents, puis ont commencé à faire comme chez eux. Ils n'arrêtaient pas de fouiner partout, et ma belle-sœur avait ce sourire narquois qu'elle me lançait à plusieurs reprises. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi, et ça m'a rendu plus furieux qu'un taureau sous stéroïdes qui vient de se faire piquer par un frelon. Mes parents parlaient constamment du fait que j'avais tellement d'espace supplémentaire maintenant, et que c'était trop pour quelqu'un comme moi qui n'a ni femme ni enfant. Bien sûr, pas maintenant, mais peut-être un jour. Et mon frère n'arrêtait pas de remarquer qu'il y avait plus d'espace que chez nos parents, et que ma maison était plus proche de son travail aussi. Des signaux d'alarme partout, je sais. Finalement, mon frère m'a demandé de parler en privé. Tout le monde a soudainement quitté la pièce et s'est entassé sur le porche d'entrée. C'est ce qui m'a finalement fait réaliser qu'ils avaient prévu quelque chose. Mon frère, appelons-le Dan pour plus de simplicité, a dit que la maison était trop grande pour moi seul, et que je devrais le laisser emménager avec sa famille parce que sa femme est enceinte de leur 4e enfant et que ma maison est beaucoup plus proche de son travail. Il a souligné que j'avais déjà le camping-car, donc je pouvais juste vivre dedans, à l'extérieur, pendant qu'il vivrait dans la maison principale. Et je tiens à souligner que Dan n'a jamais parlé une seule fois d'offrir un loyer, remarquez. Il a un bon travail. Il a aussi commencé à parler du fait qu'il y aurait des changements, et même des couvre-feux, et que je ne pourrais pas simplement entrer à n'importe quelle heure sans préavis. Si ce n'était pas mon frère, je penserais que la personne à qui je parlais avait perdu la tête. Mais Dan a perdu la boule il y a longtemps, grâce à nos parents qui le traitaient comme s'il était le centre du monde. J'ai essayé de parler, mais il n'arrêtait pas de parler par-dessus moi comme si je n'avais pas mon mot à dire. Il n'y avait aucune chance que je lui loue ma maison ou des parties de ma maison. À d'autres personnes, peut-être, juste pour que je puisse rembourser l'hypothèque plus facilement, mais certainement pas à lui ou à sa méchante femme. J'ai entendu parler de ce genre de situation exacte dans des vidéos en ligne de nombreuses fois, et je n'ai jamais pensé que je le vivrais réellement, parce que je trouvais ça si ridicule. Mais mes parents, mon frère, et ma belle-sœur correspondent tous au profil d'une bande de fous narcissiques et privilégiés. Alors j'ai pris mon téléphone, je l'ai mis en mode enregistrement, puis je l'ai juste gardé en main. Dan n'a même pas semblé s'en soucier ou remarquer que j'avais fait ça, et il est juste resté assis là, agitant les bras, tout en parlant de toutes les raisons pour lesquelles il avait besoin de ma maison. Puis il est passé de dire ça à agir comme si c'était une affaire conclue, et à essayer de me tendre la main pour me la serrer. C'est là que j'ai finalement montré du répondant et j'ai dit hors de question, et je l'ai dit assez fort pour que Dan recule d'un pas. J'avais rarement élevé la voix contre lui à ce niveau, parce que j'étais puni par nos parents chaque fois que je le faisais. Mais c'était ma maison, pas la leur. Ici, je peux enfin me tenir droit et leur tenir tête. Je me suis levé et je lui ai dit que ma maison n'était pas à prendre, et qu'agir comme si j'allais le laisser emménager juste parce qu'ils le veulent ne le fera pas se produire. J'ai acheté ma maison pour moi, et ce n'est pas de ma faute s'il continue à avoir plus d'enfants et doit continuer à vivre avec nos parents parce qu'il ne peut pas se permettre de déménager. Dan s'est approché aussi près de moi qu'il le pouvait sans me toucher et a dit que je ne méritais pas la maison et qu'il avait besoin d'un meilleur endroit pour sa famille. Je lui ai ri au nez et j'ai dit que c'était des conneries, parce que j'ai travaillé dur pour pouvoir acheter ma maison. Bien sûr que je la méritais. Dan a commencé à crier que je n'ai ni femme ni enfant et que je n'ai pas besoin de tout cet espace, donc autant le lui donner. J'ai dit que je ne lui donnais rien, et il n'a même jamais offert de me payer un loyer si je le laissais emménager.
Je couvrirai toujours l'intégralité de l'hypothèque sur ma propre maison, sans même pouvoir y vivre. Puis Dan m'a dit qu'il ne devrait pas avoir à payer de loyer parce que sa famille passe en premier, et que nos parents ont dit que j'allais le faire, et que je le ferais. J'ai crié, comme si leur parole était loi ou quelque chose du genre, et j'ai dit à Dan qu'il n'avait ni le droit ni le pouvoir de lui donner ma maison. Puis, comme par hasard, mes parents et ma belle-sœur sont revenus en trombe par la porte d'entrée et m'ont entouré pour essayer de me forcer à accepter. Il y a eu beaucoup de disputes, mais pour résumer, à partir de ce moment, j'ai entendu la phrase « fais-le pour Dan » bien plus de fois que je ne peux m'en souvenir. Dans la dispute, je leur ai tous dit qu'ils n'avaient pas leur mot à dire dans ma vie ou ma maison, et de sortir avant que j'appelle les flics. Ma belle-sœur m'a crié dessus le plus fort, disant qu'elle était à nouveau enceinte et que je ne pouvais pas lui faire ça. J'ai dit que je ne lui avais rien fait, elle a juste supposé qu'elle pouvait prendre de moi comme si j'allais le permettre. Je n'avais aucune obligation envers elle ou sa famille. Puis je l'ai traitée de salope prétentieuse qui n'a jamais eu de respect pour moi, donc je me fiche de ce qu'elle pense ou du nombre d'enfants qu'elle a. Je n'ai aucune sympathie pour elle. Elle ne vivra pas dans ma maison. Eh bien, ça l'a rendue assez en colère pour m'attaquer. Elle m'a mis un bon coup au visage et a essayé d'en faire plus, mais mon frère l'a retenue, alors qu'elle donnait des coups de pied et criait. Elle n'arrêtait pas de lui demander de la laisser partir pour qu'elle puisse m'arracher les yeux. Le téléphone que je tenais a enregistré à peu près tout, donc je l'ai levé et j'ai dit que j'allais appeler la police s'il ne partait pas tout de suite. Mes parents ont dit à Dan qu'il partait. Puis ma mère a dit que j'avais une semaine pour reprendre mes esprits. Je lui ai dit que ce ne serait pas le cas, et de ne pas revenir. Puis j'ai dit à ma belle-sœur que mon téléphone avait tout enregistré, et que si elle essayait quoi que ce soit, je porterais plainte pour agression. Elle m'a crié dessus, puis est sortie en trombe, pleurant bruyamment, le visage dans les mains. Ma mère a été la dernière à sortir et a dit que je ferais mieux de faire ça pour Dan et ma belle-sœur. J'ai répondu en lui disant que je ne le ferais pas. Comme je l'ai dit dans la première moitié de mon post, beaucoup trouveront cela incroyable et long. Oui, je suis conscient qu'il existe déjà des publications similaires en ligne. J'en ai vu un certain nombre maintenant, mais ce n'est pas comme si ces auteurs avaient le monopole de ce genre de merde qui leur arrive. Si quoi que ce soit, je suis surpris que ce site n'ait pas été mieux utilisé comme une arme contre ce genre de choses, car les gens privilégiés devraient avoir plus peur de se faire dénoncer ici. Mais bref, je ne blâme personne qui crie aux conneries. Je le ferais aussi si je lisais ça. Cependant, en lisant ceci et mon premier post, vous saurez à quel point mes parents sont tordus. Dans ma vie, ils ont été la racine de tout le mal qui a gâté mon frère pour en faire le connard qu'il est aujourd'hui, et ils ne m'ont jamais donné une vraie raison pour expliquer pourquoi. Et j'ai un peu peur qu'il n'y en ait pas. Certaines personnes ne peuvent pas expliquer pourquoi elles font des choix comme le favoritisme envers un enfant, donc tout ce qu'elles peuvent faire est d'essayer de soutenir l'enfant qu'elles ont choisi, ce qui est exactement ce que mes parents ont essayé de faire. Et j'ai pratiquement détruit leur vie pour ça. Pas au sens légal, mais plus sur le plan émotionnel. Après avoir mis mes parents, mon frère, et ma belle-sœur à la porte pour avoir essayé de me forcer à céder ma nouvelle maison à mon frère, je suis immédiatement allé sur mes réseaux sociaux et j'ai raconté l'histoire à toute la famille. Ça s'est répandu assez vite, mais vous ne le trouverez plus maintenant, car tout a été supprimé il y a quelque temps, et j'ai mis mon propre profil en privé. J'ai posté à ce sujet parce que je savais que la première chose que ma famille ferait en rentrant chez elle serait d'essayer de déformer l'événement pour me faire passer pour le méchant. Et j'avais tout à fait raison. Mais j'avais environ 1 heure d'avance sur eux, et j'avais des preuves vidéo pour étayer mon histoire sur ce qu'ils avaient fait. Non, je ne prévois pas de montrer la vidéo ici, alors ne demandez pas. Agir de manière préventive a fonctionné, car j'ai eu un bon nombre de membres de la famille de mon côté tout de suite. Mes parents, mon frère, et ma belle-sœur devaient être prêts à écrire leur propre post, mais il était trop tard, donc ils n'ont même pas pris la peine d'essayer de mentir beaucoup. Mes parents, Dan, et ma belle-sœur avaient quelques partisans pour les soutenir, mais pas grand-chose d'autre. Beaucoup d'autres savaient à quel point ils étaient déjà privilégiés, donc ce qui s'est passé était quelque chose qu'ils ont tous rapidement compris et accepté. Il y a eu une personne en particulier qui m'a appelé. Je ne sais pas qui c'était, mais ils m'ont crié dessus que j'étais un horrible frère et que je devais faire place à un vrai père de famille. J'ai juste mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Cela ne s'est pas répété. La semaine est passée, et mes parents se sont présentés avec Dan sur mon Porsche, exactement comme ils l'avaient dit dans leur ultimatum précédent. Ils ont sonné à ma porte comme des fous et ont aussi frappé à la porte jusqu'à ce que je réponde enfin.
Je l'ai ouverte juste un peu, et ils ont essayé de forcer le passage à nouveau, mais j'avais installé 1 ou 2 chaînes de verrouillage qui les en ont empêchés, et j'ai même calé mon corps contre la porte pour plus de sécurité. Mon père et mon frère ont exigé que je les laisse entrer, mais j'ai dit que j'enregistrais tout sur caméra et que j'appellerais la police s'ils essayaient de forcer le passage à nouveau. Ma mère les a calmés, puis, sur son ton le plus mielleux, m'a demandé si j'étais prêt à laisser mon frère emménager. Je lui ai dit, ainsi qu'au reste d'entre eux, d'aller se faire foutre et de ne jamais revenir. Ma mère a versé des larmes de crocodile et m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas faire ça pour Dan, parce qu'il est mon frère bien-aimé. J'ai ri, puis j'ai dit sans détour que je ne l'aime pas comme un frère, parce qu'il m'a traité comme de la merde pendant des années, et qu'ils n'ont fait que l'encourager à le faire. Ce sont des parents terribles, et il est un frère terrible. Puis je leur ai dit de partir, ou j'appellerai la police immédiatement. Ils sont tous partis étonnamment facilement, à part les pleurs bruyants de ma mère et les regards noirs des autres. On pourrait dire que les faire partir était suspectement facile. Je pensais que tout ce gâchis était terminé, mais je suppose que j'aurais dû les prendre plus au sérieux, car ils avaient d'autres plans stupides. Je suis rentré chez moi plus tard cette semaine-là, le vendredi soir, pour trouver un camion de déménagement et la minivan de mon frère garé dans mon allée. C'était Dan et sa famille, ils emménageaient leurs affaires. Il m'a juste fait un signe de la main avec un sourire satisfait quand je l'ai vu. J'étais furieux et je lui ai dit, ainsi qu'au reste de sa famille, d'arrêter. Mais ma belle-sœur m'a dit avec arrogance que ça me plaise ou non, ils emménageaient. Puis, de la manière la plus fausse possible, en inclinant la tête et en pinçant les lèvres, elle a dit que c'était d'accord parce que ma maman l'a permis et que je devrais toujours écouter ce que ma maman me dit. J'ai bouilli de rage en entendant ces mots et en regardant son visage suffisant, alors je me suis enfermé dans mon camion pour appeler les flics tout de suite. Quand ils ont réalisé ce que je faisais, ma belle-sœur a commencé à frapper à ma vitre et à me crier d'arrêter, et que je ne pouvais pas lui faire ça parce qu'elle et Dan avaient besoin de la maison. Et elle a pleuré, « Pourquoi ne peux-tu pas faire ça pour Dan ?» J'ai répondu, « Va te faire foutre, Dan. C'est ma putain de maison, pas la sienne. » Puis elle a menacé de rayer le côté de mon camion à moins que j'arrête d'appeler la police, ce que l'opérateur du 911 a entendu grâce à la fenêtre légèrement ouverte. J'ai dit à ma belle-sœur que si elle endommageait mon camion, je la poursuivrais en justice, et elle a été assez intelligente pour battre en retraite. Lorsque la police est arrivée, Dan et ma belle-sœur, ainsi que leurs enfants, s'étaient enfermés dans ma maison. J'ai raconté aux flics ce qui s'était passé et je leur ai montré mon nouveau permis de conduire avec mon adresse actuelle. Puis, quand nous sommes allés à ma porte d'entrée, j'ai vu qu'ils avaient changé la serrure, et l'ancienne serrure était posée sur le porche, avec le centre percé. Et la perceuse qu'ils ont utilisée était juste à côté, avec un jeu complet de forêt arborfrect. Aurait-il pu être plus stupide, de laisser des preuves comme ça? J'ai montré la serrure cassée et la perceuse, puis j'ai donné à la police un résumé de tous les événements qui s'étaient produits auparavant. Eh bien, je suppose que Dan a appelé nos parents à un moment donné après mon arrivée, parce qu'ils se sont présentés pendant que je parlais aux flics. Mes parents ont immédiatement menti et ont commencé à dire que j'avais accepté de louer ma maison à mon frère et à sa famille. J'ai dit que c'était un mensonge facilement prouvable, d'une manière ou d'une autre. Alors Dan et ma belle-sœur sont finalement sortis de ma maison avec des papiers à la main. Ils avaient tous les deux l'air super satisfaits, comme s'ils m'avaient en quelque sorte déjoué. Ils avaient en fait rédigé et imprimé un faux contrat de location, mais ma signature n'y était pas. Il y en avait une, mais elle ne ressemblait en rien à mon écriture. Je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait jamais vu ma signature, donc c'était incroyablement stupide de leur part. J'ai dit à mes parents et à Dan que c'était une fraude stupidement flagrante, et que si les flics enquêtaient, ils le découvriraient facilement. Et je ne pense pas qu'aller en prison et au tribunal leur ferait du bien. Cela pourrait même faire perdre son emploi à Dan, ce qui est son seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille. J'ai aussi dit que je prendrais un avocat et que je poursuivrais pour dommages et intérêts si quelque chose de mes affaires était perdu, volé, ou cassé. Et j'appellerais aussi la protection de l'enfance, pour faire bonne mesure. Dan est devenu blanc et a eu l'air vraiment effrayé quand j'ai dit tout ça, mais ma mère s'est interposée entre nous et a insisté sur le fait que je devrais juste faire ça pour Dan et vivre dans ce fichu camping-car pour qu'il puisse enfin avoir une maison familiale à eux. Je lui ai crié que si elle pensait que c'était une si bonne idée, elle pouvait le faire pour Dan elle-même et laisser Dan avoir sa maison pour lui. Les flics ont séparé ma mère de moi, et j'ai dit que je les voulais tous dehors tout de suite, ou je porterais plainte. J'ai crié qu'ils avaient percé la serrure de ma porte d'entrée pour entrer par effraction,
que les papiers du bail étaient des faux évidents, qu'ils avaient mal imité ma signature, et que j'avais une vidéo enregistrée de ma belle-sœur m'attaquant. Ce sont des crimes graves. Je pourrais foutre leur vie en l'air si je le voulais, et s'ils ne partaient pas, c'est exactement ce que je ferais. La seule raison pour laquelle je ne l'avais pas déjà fait était pour le bien des enfants de Dan, donc ils avaient une chance de foutre le camp. Au moment où mes parents ont entendu ça, je pense que ça a finalement fait tilt, ils ne pouvaient pas me forcer à le faire pour Dan. Ma mère a capitulé et a dit qu'elle mettrait un terme à tout ça. Puis elle est allée voir ma belle-sœur et a parlé avec elle tranquillement pendant 1 minute, pendant que mon père parlait à Dan. Ma belle-sœur a instantanément commencé à pleurer bruyamment et à déchirer les faux papiers de location en petits morceaux, les jetant comme des confettis, seulement pour qu'un officier leur dise de ramasser les morceaux de papier où il leur mettrait une amende pour détritus. Les 2 flics, à ce stade, avaient l'air de se dire « je ne suis pas assez payé pour ça ». Dan a dû commencer à dire à ses enfants de recharger leurs affaires dans le camion de déménagement. Les enfants pleuraient tous, et l'aîné sanglotait qu'il n'aurait pas sa propre chambre maintenant. Ma belle-sœur et Dan ont rassemblé leurs enfants pour tenter une dernière tentative pathétique de me culpabiliser avec la routine de la famille triste. Vous savez, où ils se rassemblent tous dans une sorte de câlin de groupe, tous tournés dans la même direction. Je jure que je pense qu'ils l'avaient répété à l'avance. Tous les enfants avaient le même regard suppliant avec les lèvres tremblantes. Ma belle-sœur n'arrêtait pas de se frotter le ventre de femme enceinte et d'incliner la tête pour ressembler à un chiot triste, et mon frère a juste fait la tête la plus triste possible et a dit « S'il te plaît, ne fais pas ça, nous avons besoin de pouvoir vivre ici. » Mais je n'ai pas fléchi et je leur ai dit de continuer à emballer. Tous les enfants et ma belle-sœur ont poussé les pleurs au maximum, et Dan m'a crié « Es-tu satisfait de toi ? Tu nous as refusé une maison parce que tu es trop égoïste pour partager et aider la famille. » J'ai fini par rire comme un fou et j'ai rétorqué que ce qu'il essayait de faire, c'était de prendre, pas de partager, et qu'aucune quantité de pleurs ne me ferait laisser sa famille emménager, parce qu'il n'est plus mon frère. C'est juste un connard privilégié qui pense qu'il peut me prendre tout ce qu'il veut, comme quand nous étions enfants. Dan a commencé à m'insulter jusqu'à ce que les flics lui disent de se calmer ou il serait menotté, que je veuille ou non porter plainte. Il a pincé les lèvres et avait l'air à la fois effrayé et suprêmement énervé. J'ai demandé aux flics s'ils pouvaient rester jusqu'à ce que mes parents, mon frère, et ma belle-sœur soient tous partis, et ils ont dit qu'ils n'avaient aucune intention d'aller nulle part avant que cela ne soit résolu. En fait, dans les minutes qui ont suivi, 2 flics sont devenus 4, car d'autres sont arrivés pour une raison quelconque. Cela a donné à mes parents une motivation supplémentaire pour bouger. J'ai obligé Dan à me donner les clés de la nouvelle serrure qu'il avait mise sur ma porte d'entrée, bien que j'ai acheté une autre serrure le lendemain de toute façon, car je ne savais pas s'il avait des copies des clés. Il était vraiment réticent à les donner. Puis, au lieu de me les remettre, il les a en fait jetés dans la rue et dans une bouche d'égout en disant « va les chercher toi-même ». Mais un des flics l'a réprimandé pour ça et l'a obligé à aller les chercher. Il a dû soulever la grille juste pour y accéder, et il s'est pas mal sali dans le processus. Quand il a récupéré les clés, il a juste grommelé, puis les a claquées dans ma main. Je leur ai alors tous dit de partir et de ne jamais revenir. Ma mère a dit que je serais renié pour ça, comme si c'était une sorte de menace pour moi, et je leur ai dit. Puis, de manière trop sarcastique, j'ai dit quelque chose comme « Oh non, ça veut dire que je ne pourrai pas venir aux fêtes de fin d'année avec vous, où je suis toujours traité comme de la merde par vous tous de toute façon. Parce que Dan a toujours été votre favori évident. Vous m'avez tous si maltraité quand je grandissais que si Dan a un jour besoin d'un donneur d'organes, je ne lui donnerai rien. Alors faites comme vous m'avez toujours dit de faire quand j'étais maltraité par vous tous, et prenez sur vous. » Mes parents étaient abasourdis après que j'ai dit tout ça, et le quatuor de flics les regardait d'un air assez réprobateur aussi. Je vous le dis, si vous voulez mettre des parents méchants comme les miens dans l'embarras, confrontez-les devant des flics, car ils n'essaieront probablement rien de vraiment stupide. Alors ma mère a juste commencé à pleurer et à s'éloigner. Mon père est resté là, l'air de vouloir me frapper, et Dan a juste tenu ses enfants, vaincus. Oh, et ma belle-sœur faisait une crise de nerfs sur ma pelouse. Assez vite, ils ont tous formé une chaîne, se passant les cartons, et ont sorti leurs affaires de ma maison. Rien n'avait encore été déballé, donc tout a été sorti assez rapidement. Mais en le faisant, ma mère n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas trop laid et que je pouvais encore le faire pour Dan, plusieurs fois, chaque fois essayant de négocier de plus en plus pour me faire changer d'avis. Elle a dit que Dan pourrait me payer un loyer si je les laissais rester, et quand ça n'a pas marché, elle a dit que je pourrais retourner vivre avec eux pour laisser Dan louer ma maison,
afin que je n'ai pas à partager le bâtiment. Je lui ai dit de la fermer et de continuer à emballer les cartons, parce que je ne veux pas de Dan ou de sa famille autour de moi. Je ne veux pas de son argent, et je ne veux certainement plus jamais vivre avec lui ou mes parents, après la façon dont ils m'ont traité quand j'étais enfant. Faire un marché avec mes parents serait comme faire un pacte avec le diable pour moi. Ma belle-sœur a fini par avoir une autre crise de nerfs après avoir entendu ça, et a jeté un carton par terre, puis s'est assise sur le sol pour faire son numéro, parce qu'elle ne voulait pas retourner partager une maison avec mes parents. Et elle est juste restée assise là, l'air en colère triste, jusqu'à ce que tout le monde ait fini. Elle n'a même pas voulu se lever quand il était temps de partir. Ils ont finalement tout sorti de la maison et mis dans le camion. Alors, avant qu'ils ne partent, je me suis lâché sur mes parents une dernière fois, à propos de toutes les saloperies qu'ils m'ont fait subir en grandissant. Et avec 4 flics juste là, ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'autre que de rester là et d'encaisser, pour une fois. Je les ai interpellés sur tellement de choses qui se sont passées, et j'ai même souligné comment ils ne pouvaient pas simplement faire quelque chose de gentil pour moi, comme me laisser rester avec mon camping-car quand j'étais sans abri et que j'essayais de me remettre sur pied. Comment ils ont laissé Dan et ma belle-sœur me ridiculiser et m'appeler un clochard. Eh bien, qui est le clochard maintenant? Ils voulaient me mettre à la porte de ma propre maison pour que Dan puisse y rester gratuitement. Pourtant, quand j'avais besoin d'un endroit où aller, ils voulaient me faire payer plus que ce que je pouvais me permettre, juste pour garer mon camping-car, alors qu'ils savaient que j'étais sans emploi. Il y a eu des regards encore plus réprobateurs de la part des flics quand j'ai dit tout ça. J'ai donc mis mes parents dans l'embarras une fois de plus et je leur ai demandé ce que j'avais bien pu faire, à part être né, pour mériter d'être traité si mal. Parce que quand j'ai enfin un peu de succès dans la vie, ils veulent me l'arracher pour leur enfant préféré, puisqu'ils préféreraient que je donne tout à Dan et que je n'ai rien pour moi. J'ai acheté ma maison avec l'argent que j'ai gagné. Je ne leur dois rien, et je ne leur demanderai plus jamais rien, car de toute évidence, je ne serai jamais rien de plus qu'un paillasson ou une vache à lait à leurs yeux. Je n'ai eu aucune réponse de leur part, ils sont juste restés là, l'air de poisson hors de l'eau. J'ai donc continué à fulminer et je leur ai demandé, au nom de Dieu, ce qui leur faisait penser qu'ils étaient de si bons parents après tout ça. Mon père était rouge vif, mais plus d'embarras que de colère cette fois, et ma mère pleurait qu'elle était une personne horrible. J'ai bluntly convenu qu'elle est une personne horrible. Ils le sont tous. Et je parie qu'ils iront en enfer pour ça aussi. C'étaient des gens de merde, et ils le savaient tous. Mais si je les avais interpellés sur toutes ces choses en privé au lieu d'en public, ils se seraient juste mis en colère contre moi et auraient quand même agi comme si j'étais dans le tort. Ils ont juste maintenu le déni si longtemps que c'est devenu une partie de qui ils sont. Ma mère a enfoui son visage dans la veste de mon père pour pleurer, et mon père avait l'air plus vaincu que je ne l'ai jamais vu. Dan et sa famille m'ont complètement évité pendant qu'ils finissaient de tout remettre dans le camion de déménagement. Je me suis assuré que rien de mes affaires n'avait été volé, non pas que j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de meubles encore. J'avais de la chance d'avoir même un canapé à ce moment-là. Ils sont tous remontés dans leur véhicule, et ma belle-sœur est juste restée là, me fixant avec malice, jusqu'à ce que mon frère la fasse enfin conduire la minivan pour rentrer. Et dès qu'ils sont tous partis, je suis retourné en ligne et j'ai vendu la mèche sur ce qui s'était passé. Mes parents étaient trop embarrassés pour même essayer de défendre leurs actions cette fois. Et alors que la famille était quelque peu divisée avant cet incident, c'était maintenant un raz-de-marée en ma faveur. Presque toute la famille a pris mon parti après cet incident. Et ceux qui ne l'ont pas fait ne prennent simplement le parti de personne. Peu importe à quel point mes parents avaient essayé auparavant la ligne du « nous l'avons fait pour Dan », personne n'écoutait plus. Donc, tout soutien familial qu'ils avaient encore est maintenant parti. Beaucoup de membres de la famille dont je m'attendais à ce qu'ils ne prennent pas mon parti l'ont fait. Cela inclut les anciens partisans, donc je suppose qu'ils en avaient finalement assez. À cette époque, j'ai proposé d'accueillir la moitié de la famille pour le réveillon de Noël dans ma nouvelle maison. Mes parents n'étaient pas invités. Je n'étais pas bloqué sur le profil de mon frère et de ma belle-sœur, étonnamment, et j'ai vu que ma belle-sœur avait eu son 4e bébé début novembre. Ils vivent toujours avec mes parents. Je suis à peu près sûr qu'ils savaient que je regardais, parce que ma belle-sœur n'arrêtait pas de faire des publications passives-agressives toutes les 2 semaines environ, sur le manque d'espace en vivant avec mes parents. Probablement pour voir si elle pouvait encore me culpabiliser. Et je suis sûr que ça rend ma mère et mon père fous, parce qu'ils n'ont aucune paix et tranquillité à leur âge, avec 3 enfants bruyants et odieux, une belle-sœur mentalement instable, mon frère l'enfant chéri, et un nouveau-né dans la maison, tous en même temps.
Peut-être qu'ils pourraient emménager dans un camping-car dans leur propre jardin et laisser Dan prendre complètement leur maison. Ils pourraient avoir un peu de paix alors. Oui, ils pourraient faire ça pour Dan. Il devait y en avoir plus, mais ce post est devenu bien trop long, donc je posterai une troisième partie plus tard. J'essayais de m'en tenir à 2 publications, mais j'ai réalisé en compilant tout que la deuxième partie était bien trop longue. Je l'ai donc divisée en une troisième partie. Pour ceux qui ont commenté en masse pour que je me procure des caméras, je le ferai quand je pourrai me le permettre. Je suis encore en convalescence financière après l'achat d'une maison l'année dernière, et pour autant que je sache, de bonnes caméras nécessitent un ordinateur décent pour enregistrer aussi, et je n'ai rien de plus qu'un ordinateur portable de 3 ans qui tourne sous Windows 10. Oui, je suis au courant des sonnettes caméras, ce sera le premier type que je prendrai. Pour ceux qui n'arrêtaient pas de dire que j'aurais dû faire arrêter mon frère et ma belle-sœur, la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce qu'ils sont parents. Leurs enfants ont besoin d'eux, et si Dan était arrêté, il perdrait probablement son emploi, et sans ça, sa famille n'a pas d'argent. Et ma belle-sœur a un bébé d'à peine 1 mois en ce moment. Aucun d'eux n'a besoin de finir en prison. Mais on n'a pas besoin de la prison pour se venger. La police peut aider, oui, mais j'ai obtenu ma revanche sans déposer de plainte. Serais-je aussi clément à nouveau? Plus que probablement pas, et ils le savent. J'ai décidé d'attendre après le nouvel an pour créer un compte et publier, juste au cas où d'autres choses se produiraient, et c'est ce qui s'est passé. Comme les lecteurs précédents le savent, ma belle-sœur faisait des publications passives-agressives sur les réseaux sociaux qui m'étaient évidemment destinées. Surtout depuis qu'elle a eu son 4e bébé en novembre. Elle postait les mêmes absurdités répétitives encore et encore. Elle trouvait juste des moyens semi-intelligents de les reformuler, mais elle régurgitait à peu près toujours qu'elle en avait marre de vivre avec mes parents, qu'il n'y avait pas assez d'espace, qu'elle avait besoin de sa propre maison, blablabla. Je sais que j'ai l'air méprisant, mais vivez ce que j'ai vécu avec ces gens, et vous seriez prêts à jouer sarcastiquement de minuscules violons devant eux aussi. Ils sont vraiment si terribles. Et comme j'ai attendu jusqu'en janvier pour créer un compte, il s'est passé plus de choses, comme je le pensais. J'ai dit précédemment que j'avais invité la moitié de la famille pour une fête de réveillon de Noël chez moi, et toutes les personnes que j'ai invitées sont venues, même si c'était un trajet assez long d'environ 3 à 4 heures pour elles. Mais elles voulaient venir et me montrer leur soutien. Elles m'ont beaucoup félicité pour avoir travaillé si dur pour avoir une maison par moi-même, et elles étaient désolées pour tout ce que j'avais traversé. On m'a demandé pourquoi je n'avais pas simplement pris mon camping-car et conduit les 3 heures pour retourner chez eux, au lieu de vivre pratiquement sans abri pendant si longtemps. Et j'ai dû admettre timidement que j'étais très attaché à vivre par ici, et que j'avais mes meilleures opportunités d'emploi dans cette région. Ma ville natale n'a pas beaucoup de grandes opportunités d'emploi dans mon domaine, voire aucune. Et je voulais faire mon propre chemin autant que possible. Une réponse qu'ils ont globalement acceptée. Nous sommes passés à une fête plutôt agréable, la meilleure que j'ai eue depuis des années. Certains parents ont même apporté des CD de superbes albums de Noël, et je dois dire que celui que mon oncle a apporté de Ray Charles était mon préféré. Il chante des chants de Noël comme personne d'autre que j'ai entendu. C'était un moment grandiose et heureux. J'ai senti que pour une fois, je pouvais juste oublier mes problèmes passés et profiter du moment. Mais je n'écrirai pas ceci si ça a été resté comme ça. Environ 2 heures après le début de la fête, vous savez qui s'est pointé. Mes parents, mon frère, et ma belle-sœur sont apparus, essayant d'être tout sourire. Ils n'ont même pas frappé, ils sont juste entrés par ma porte d'entrée comme s'ils étaient censés être là. J'ai coupé la musique et leur ai dit de partir immédiatement. Ils ont supplié de rester et ont dit qu'ils avaient apporté des cadeaux. Un de mes oncles s'est levé et leur a crié dessus avant que j'aie une autre chance de parler. Il a dit qu'ils ne méritaient pas d'être dans ma maison ou dans ma vie après la saloperie qu'ils avaient essayé de faire des mois plus tôt, et il a été soutenu par plusieurs autres parents. Remarquez, ce type est le frère de ma mère, et il l'adorait jusqu'à ce qu'il découvre la merde qui s'est passée entre moi et mes parents. Mes grands-parents, les parents de ma mère, aussi âgés soient-ils, se sont précipitamment interposés entre nous et ont dit à mes parents que s'ils voulaient faire amende honorable avec moi, c'était bien trop tôt, et qu'ils n'avaient jamais été plus déçus d'eux que l'année passée. Ils avaient caché leur favoritisme pour mon frère des regards indiscrets pendant longtemps, mais personne n'était plus dupe. Et ils devaient faire un effort sérieux pour essayer de me traiter réellement comme un fils s'ils voulaient un jour faire à nouveau partie de ma vie. Puis ils se sont tournés vers Dan et ma belle-sœur et ont dit qu'ils avaient vu les absurdités répétitives que ma belle-sœur n'arrêtait pas de poster. Qu'ils en avaient marre,
et qu'il fallait laisser tomber. Ma maison ne deviendrait pas leur nouvelle maison. Ma belle-sœur est revenue à son ancien standard de pleurer et a fait son numéro, disant qu'elle devrait être celle qui vit ici et pas moi. Elle s'est affalée sur une chaise pour faire une crise de nerfs et dire que ce n'était pas juste que j'ai cette maison pour moi tout seul alors que je n'ai pas de famille, et qu'elle a 4 enfants qui ont besoin de plus d'espace. Et qu'elle voulait juste un meilleur endroit où vivre et se sentir comme une vraie maman. C'était mesquin de ma part, mais j'ai souligné à voix haute qu'elle est une mère nulle, parce qu'elle laisse ma mère faire la plupart du travail parental pendant qu'elle reste assise sur son cul toute la journée à boire, à jouer sur son téléphone, ou à sortir dépenser tout l'argent de Dan. Et elle a le culot de s'en plaindre. J'ai même plaisanté en disant que j'étais surpris que son bébé ne soit pas ivre de son lait maternel, vu la quantité d'alcool qu'elle boit. Ce qui, j'avoue, est allé un peu trop loin, car j'ai eu quelques regards noirs. Et ma belle-sœur a demandé si j'étais en train de la traiter de mauvaise mère. J'ai dit que les preuves parlent d'elles-mêmes, et que si elle voulait pouvoir se permettre de déménager de la maison de mes parents un jour, alors elle devait mettre son diplôme universitaire à profit, trouver un emploi, et apprendre à économiser de l'argent. Ma mère s'occupe déjà de la plupart des soins des enfants de mon frère de toute façon, donc elle aurait beaucoup de temps une fois que son bébé serait un peu plus grand. L'aîné de mon frère, qui a 7 ans, a couru pour commencer à me donner des coups de pied et à me crier dessus pour avoir crié sur sa mère. Et il n'arrêtait pas de me dire que sa mère avait dit que j'étais le méchant qui l'avait fait pleurer et ne les avait pas laissés vivre ici. C'est là que mon frère a attrapé son fils pour l'éloigner. Mais tous les autres parents sont intervenus à nouveau, et cela s'est en quelque sorte transformé en une intervention familiale contre ma belle-sœur et mon frère. Elle pleurait, son nouveau bébé pleurait, ses enfants pleuraient. Bon sang, même Dan était très proche des larmes à cause de la volée de bois verbal dont il était assailli. Il a fini par s'asseoir sur le pouf où je garde des chaussures, près de la porte d'entrée, et avait l'air d'une épave complète. Il ne pouvait regarder personne dans les yeux. Il ne pouvait même pas me dire 2 mots, pas avec toute une maison remplie de gens en colère prêts à le juger s'il essayait de laisser sortir à nouveau son enfant chéri à l'intérieur. S'il n'avait pas été là pour lui barrer la route, je parie que cela se serait terminé par une répétition de la fois où il a essayé de me donner des ordres pour essayer de prendre ma maison des mois plus tôt. À ce stade, cependant, il avait été si profondément humilié que sa réputation et celle de mes parents dans la famille étaient complètement détruites, parce que les masques étaient tous tombés. Bientôt, mes parents, mon frère, et ma belle-sœur sont tous partis, vaincus. La fête a repris, et nous avons tous évité de parler de ce qui venait de se passer pour le reste de la soirée. Comme la plupart des adultes avaient bu, tout le monde a passé la nuit chez moi. J'ai même laissé certains d'entre eux dormir dans le camping-car pour qu'il y ait assez d'espace. J'avoue que ça fait aussi une bonne maison d'amis. Mes parents voulaient tous en faire le tour plus tôt aussi, et ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas croire que j'y avais vécu pendant environ 2 ans. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet, comme comment était l'été et l'hiver, etc. J'étais debout plus tôt que tout le monde le matin de Noël et j'avais une cafetière fraîche de café et de l'ibuprofène pour les gueules de bois de lait de poule arrangé que certains d'entre eux avaient. On m'a complimenté sur le fait d'être un hôte bien plus agréable que mes parents ne l'ont jamais été, et nous avons tous convenu de recommencer Noël prochain. Après Noël, ma belle-sœur a finalement arrêté de faire des publications qui étaient des piques évidentes à mon égard, et a supprimé toutes les anciennes aussi. Mais peu après le Nouvel An, elle a plus récemment fait une nouvelle publication se plaignant de la façon dont elle avait essayé de convaincre mes parents d'acheter un camping-car comme je l'avais fait. Pour qu'ils puissent être installés dans le jardin afin que Dan et sa famille puissent utiliser toute la maison comme leur maison familiale. Eh bien, le goût de sa propre médecine n'est jamais amusant, car mes parents ont refusé cette idée avec véhémence. J'entends dire que personne ne va les pousser hors de leur propre maison, et encore moins de leur chambre principale. La publication n'est restée en ligne que quelques jours avant que ma belle-sœur ne la supprime, et elle n'a presque rien posté depuis. Elle adore se plaindre, mais si un arbre tombe et que personne n'est là pour l'entendre, peut-il encore se plaindre? Ma belle-sœur, je suppose, a réalisé qu'il ne sert à rien de le faire quand personne ne l'écoute plus. Et Dan ne peut pas se permettre de déménager sa famille avec son seul salaire de sitôt. S'ils finissent par attendre un autre enfant dans les prochaines années, je ne serai pas surpris. Les choses se sont calmées pour moi depuis, et j'ai même invité des amis pour une soirée poker. Je suis nul au poker parce que je ne me souviens jamais de rien, mais alors? On peut boire de la bière et manger de la malbouffe tout en étant de joyeux idiots. On s'est tous gavés de Whopper de Burger King et on a juste passé le meilleur moment possible que 4 hommes adultes peuvent avoir quand ils veulent juste passer un bon moment sans phare et se saouler. Je pense que peut-être vers l'été,
j'envisagerai de sortir avec quelqu'un. Je ne rajeunis pas, ici. Doigts croisés pour que ça se passe bien. Mon camping-car reste maintenant inactif dans mon jardin, et j'avoue qu'il y a eu des jours où j'y suis allé juste pour y passer du temps. J'y ai vécu pendant 2 ans, c'est comme ma deuxième maison. Et peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de l'utiliser pour du camping, comme il était censé l'être. Je n'ai jamais fait de camping, mes parents considéraient ça comme une perte de temps, donc ce serait une expérience complètement nouvelle pour moi. Ceci marque à peu près la fin de ce qui s'est passé. Mes parents, mon frère, et ma belle-sœur sont tous restés très loin de moi. En fait, ils semblent être revenus à agir comme si je n'existais pas, comme ils le faisaient avant que j'achète une maison. Non pas que ça me dérange du tout, c'est mieux comme ça. Mais ils reviendront inévitablement d'une manière ou d'une autre, je sais qu'ils le feront. Je me demande juste quelle chose stupide ils feront ensuite. Si quelque chose de notable comme tout ça se reproduit, je ferai une autre publication si ce compte est toujours actif. Cela ne surprendra pas certaines personnes qui ont commenté mes publications précédentes, car mes parents ont fait exactement certaines des choses qu'ils ont dites qu'ils feraient, c'est-à-dire vouloir soit mon argent, soit ma signature. Je m'attendais aux lignes classiques des narcissiques disant que je leur devais quelque chose, ou me sortant une sorte de connerie socialiste sur le partage de la richesse. Mais ce n'était que mon imagination qui s'emballait. La situation qui a suivi était quelque peu similaire à cela, mais beaucoup plus calme. Je suppose qu'on pourrait dire qu'il semble savoir qu'il ne faut pas trop me pousser maintenant, et qu'il visait surtout la pitié. Cela a commencé lorsque mes parents m'ont récemment contacté via les réseaux sociaux et ont demandé une réunion dans un lieu public de mon choix. Ça sentait le piège à plein nez, mais je n'avais pas peur. En fait, j'étais amusé. Ils savent qu'il ne faut plus me chercher des noises, donc je ne pouvais que me demander ce qu'ils voulaient cette fois. J'ai choisi un restaurant local qui a peut-être un nom d'olive et de jardin, et nous nous y sommes rencontrés. Dan était avec eux, mais il a gardé la bouche fermée la plupart du temps. Nous avons eu des salutations maladroites, commandé des boissons, puis sommes allés droit au but. Mes parents m'ont supplié d'aider Dan à trouver son propre appartement pour qu'il puisse enfin déménager. Apparemment, le crédit de Dan n'est pas si bon. Tiens, je me demande pourquoi. Serait-ce parce que sa femme le met régulièrement dans le pétrin financièrement? Eh bien, ils ont demandé que j'aide, soit en fournissant un peu de capital, soit en cosignant pour l'appartement et en aidant à payer le loyer. J'ai simplement dit non aux deux. C'est là que Dan a pris la parole, en colère, et m'a crié que j'ai tellement de choses et que je n'ai pas de famille à soutenir comme lui. Il avait besoin de mon aide, et je devrais épargner l'argent pour sa famille, puisque je n'en ai pas moi-même. J'ai ri et j'ai demandé où ils étaient quand j'avais besoin de leur aide. Ah oui, c'est vrai, ils me montraient du doigt et se moquaient de moi parce que j'étais sans abri. Où devrions-nous remonter plus loin, à mon enfance? J'adorerais approfondir cela avec de nombreuses oreilles pour écouter, autour de nous. Ma mère a attrapé ma main et m'a supplié de ne rien dire de tout ça. Mon père et Dan ont juste détourné le regard et n'ont rien dit. Je suis à peu près sûr qu'ils voulaient me dire quelque chose, comme ils le faisaient avant, mais ils ont tenu leur langue. Je leur ai demandé s'ils pensaient que j'étais riche ou quelque chose comme ça, et leur regard disait tout. Et quand je leur ai dit que je n'avais pas ce genre d'argent, ils m'ont regardé comme des cerfs pris dans les phares. J'ai détaillé combien j'avais réussi à économiser pour la compte de ma maison, et la façon dont j'avais dû vivre et travailler pour économiser autant si vite. Et puis comment j'ai dépensé presque tout pour la compte de ma maison. Je suis toujours en convalescence financière. J'avais un revenu mensuel à disposition, oui, mais la plupart allait directement dans mes économies. J'ai demandé à Dan quel était son salaire annuel, et quand il me l'a dit, j'ai souligné qu'il était en fait un peu plus élevé que le mien. J'ai ensuite décomposé grossièrement les choses en maths devant mes parents, sur la façon dont environ 70% de mon revenu va à mon hypothèque, mes assurances, l'essence, Internet, le téléphone, la nourriture, et d'autres factures. Et puis il reste peut-être 30% au maximum que je peux mettre de côté. Et j'ai besoin de cet argent économisé pour me remettre sur pied à temps, et je dois m'assurer d'avoir des économies sur lesquelles retomber. Mon camion date des années 90, s'il tombait en panne, j'aurais besoin d'argent pour le réparer ou le remplacer. Et il y a d'autres choses pour lesquelles on aurait besoin d'un fonds d'urgence, comme des réparations à la maison, des médecins, des impôts, des avocats, ou n'importe quoi en général pour lequel on aurait besoin d'argent rapidement, quand c'est une dépense soudaine et inattendue. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne peux tout simplement pas épargner d'argent pour Dan.
Et je refuse aussi de co-signer pour quoi que ce soit, car cela me laisserait responsable de toute facture que Dan ne pourrait ou ne voudrait pas payer. Puis j'ai souligné que c'est probablement pour ça que mes parents n'ont pas co-signé pour l'appartement de Dan eux-mêmes il y a longtemps, et ma mère a juste recommencé à pleurer. J'étais à peu près un pas en avance sur eux dans tout ça. Je ne suis pas un distributeur automatique, et je ne suis pas un imbécile, et je leur ai dit ça droit dans les yeux. Je m'attendais à ce que mon père se mette en colère contre moi, comme il le fait toujours, mais cette fois, il ne l'a tout simplement pas fait. Je connais cet homme pour exploser contre moi à la moindre provocation de ne pas favoriser mon frère, toute ma vie. Mais cette fois, il n'a tout simplement pas fait ça. Il n'y avait même pas un rictus sur son visage. La seule façon dont je pourrais décrire son regard était le regret et la défaite. Peut-être le regret d'être un parent de merde, ou peut-être le regret parce qu'il ne peut plus m'intimider. Qui sait? Quoi qu'il en soit, mes parents ne pouvaient pas vraiment discuter avec moi, et je n'allais pas leur donner d'argent. Dan s'est juste levé et a dit que tout ça n'était qu'une perte de temps, et qu'il partait. Ma mère a commencé à s'excuser pour lui, mais Dan voulait toujours partir. Alors, juste pour tuer avec la gentillesse, j'ai offert de leur payer une tournée de soupe et de salade à volonté pendant que nous étions tous là. Je suppose qu'ils ne pouvaient pas refuser de la nourriture gratuite, puisque nous n'avions commandé que des boissons encore, et ils sont restés. Je me suis efforcé de parler de tout sauf d'argent. Dan est resté silencieux et mangeait sa nourriture ou regardait son téléphone, mais mes parents ont juste parlé maladroitement avec moi. Ils ont mentionné qu'ils avaient récemment rejoint une église chrétienne locale, et qu'ils y allaient déjà depuis 2 semaines. J'ai dit tant mieux pour eux, et ils ont bien sûr commencé à essayer de me convaincre d'y aller aussi. J'ai simplement dit non merci, et ils ont été assez intelligents pour ne pas insister. Quand le repas fut terminé, Dan laissa un billet de 10 € sur la table pour le pourboire et partit sans me dire un autre mot, ni à personne d'autre. Ma mère a juste excusé son comportement, et nous nous sommes tous séparés. C'est à peu près tout. Pas autant de drame que je le pensais, mais c'est toujours bien mieux que la façon dont les choses se passaient avec mes parents et mon frère. Quant à ma belle-sœur, eh bien, elle s'est régulièrement plainte en ligne de mes parents. Elle n'aime vraiment pas le fait qu'elle ne soit pas la reine de leur maison, et je pense que sa toxicité commence enfin à les atteindre. Pourquoi d'autres seraient-ils si désespérés de revenir en rampant vers moi? Ma belle-sœur veut en fait que mes parents emménagent dans un camping-car, comme j'ai dû le faire, pour faire de la place dans la maison, et on lui dit non à chaque fois. Elle semble avoir un public de personnes partageant les mêmes idées qu'elle, car de temps en temps, je reçois des messages de quelqu'un que je ne connais pas, qui a l'intention de me crier dessus pour ne pas avoir cédé ma maison à ma belle-sœur. Je ne prends plus la peine de discuter avec ces gens, je bloque et je passe à autre chose. Il y a eu un troll persistant qui avait mon numéro de téléphone, et il appelait d'un numéro différent à chaque fois. Oui, il semble que ce soit la même personne qui m'a appelé pour me dire que je devais faire place à un vrai père de famille comme Dan. Mais je m'en fiche éperdument. Les appels, cependant, semblent avoir ralenti, sinon peut-être arrêté, parce que j'ai fait comprendre à cette personne qu'elle ne faisait que m'amuser en continuant ainsi si longtemps. La dernière fois qu'ils ont appelé, c'était vers le début du mois, et c'est le silence depuis. Eh bien, j'ai pensé que j'attendrais 6 mois ou plus après la publication originale pour mettre tout le monde à jour, mais ça a fini par être plus long que ça. Oui, les choses ont mal tourné à nouveau, mais pas vraiment pour moi. Pour la plupart, je vais plutôt bien, sinon presque indemne depuis Noël dernier, à part la fois où mes parents et Dan sont venus me demander de l'argent, comme l'a raconté ma dernière publication, et une confrontation plus récente entre moi et ma belle-sœur, que vous lirez ici. J'ai acheté quelques caméras pour ma maison, y compris une sonnette Ring à l'avant. Je n'ai pas parlé des caméras à ma famille, juste au cas où, mais jusqu'à présent, personne n'a tenté de s'introduire par effraction. Je pense que la façon dont je les ai tous dénoncés auparavant les a effrayés au point de me laisser tranquille, pour la plupart du temps en tout cas. J'ai pris l'habitude de louer 2 des chambres de ma maison, une à un ami proche, l'autre à un ami de cet ami proche. Les 2 ont été des locataires fantastiques. Ils savent rester discrets et me laisser tranquille la plupart du temps, et ont même de petits réfrigérateurs qu'ils gardent dans leur chambre pour ne pas avoir à garder leur boisson dans le réfrigérateur principal. Le loyer que je leur ai proposé était trop bon pour qu'ils le refusent. Cela a bien augmenté mon revenu mensuel, et même après impôt, je mets encore de côté des sommes décentes à la banque chaque mois, puisque l'argent du loyer paie une bonne partie de mon hypothèque mensuelle. Vous vous demandez tous probablement comment mes parents, mon frère, et ma belle-sœur ont réagi au fait que je loue ces chambres à des amis.
Eh bien, la réponse est « pas bien ». Mon père et Dan sont restés à l'écart, mais ma belle-sœur a pété un câble, ce qui a fait que ma mère est venue pleurer chez moi, me demandant comment j'avais pu louer ces chambres à Dan et à sa famille à la place. Nous avons eu une petite dispute au cours de laquelle j'ai souligné, pour commencer, qu'ils avaient foutrement fait irruption dans ma maison auparavant pour essayer de la voler. Elle ne voudrait pas laisser quelqu'un qui a fait ça emménager avec elle. De plus, il n'y avait pas assez de place pour moi, Dan, et toute sa famille dans ma maison. Non pas que je partagerais un toit avec lui de toute façon. C'est une maison de 3 chambres, et une maison préfabriquée qui plus est. J'ai la chambre principale et la salle de bain attenante. Cela n'aurait laissé que 2 petites chambres pour Dan, ma belle-sœur, et 4 enfants. Sans compter qu'il me dérangerait tout le temps. De plus, elle sait très bien que je ne peux pas être près de ma belle-sœur parce qu'elle m'a intentionnellement provoqué, et ils se sont tous moqués de moi quand j'étais sans abri auparavant. De plus, mes locataires actuels sont tous les 2 des hommes célibataires dans la trentaine avec qui je m'entends bien. Ma mère a eu quelques excuses larmoyantes pendant un moment, mais elle a finalement laissé tomber et a admis qu'elle était juste désespérée. Mes parents ont découvert que je louais des chambres parce que ma belle-sœur m'a essentiellement espionné d'une manière ou d'une autre. Puis elle l'a dit à mes parents, puis mes parents m'ont contacté, puis ma mère est venue pleurer à ce sujet. Depuis, mes parents ne m'ont pas embêté une seule fois à propos de la maison, donc les choses vont bien pour moi. Pour mes parents et Dan, pas tellement. Il s'avère que ma belle-sœur est une personne bien pire que je ne le pensais. Je savais déjà qu'elle était une manipulatrice, une reine du drame auto-victimisante, mais elle est tombée encore plus bas, car le plus jeune enfant de Dan s'est avéré ne pas être le sien. Oui, vous avez tous bien lu. Ma belle-sœur a eu une liaison, ce qui, avec le recul, n'est pas si surprenant, et quelque chose que quelques personnes ici avaient totalement prédit il y a des mois. Après avoir été surprise, ma belle-sœur a été évincée de la famille. Dan vient de finaliser son divorce, qui a en fait tourné en sa faveur, puisque nous vivons heureusement dans un état où la faute est reconnue. Dan a également poursuivi pour faire retirer son nom de l'acte de naissance du plus jeune enfant, et a gagné. En gros, après l'incident où mes parents ont essayé de me forcer à céder ma maison, les choses sont devenues assez tumultueuses chez eux. Ma belle-sœur m'a beaucoup blâmé. Elle était convaincue, d'une manière ou d'une autre, que j'avais des tonnes d'argent, comme si j'avais gagné à la loterie ou quelque chose comme ça, et que je devrais partager la richesse. Apparemment, c'était son idée qu'ils viennent à ma fête de Noël, parce qu'elle espérait qu'ils pourraient tous essayer de se mettre dans mes bonnes grâces. C'était aussi son idée de faire en sorte que mes parents et Dan essaient d'obtenir de l'argent de moi pour un appartement. Donc, ça a vraiment éclaté sa bulle quand Dan et mes parents l'ont informé de l'état réel de mes finances. Pendant très longtemps, elle a eu Dan et mes parents complètement engloutis dans son état d'esprit toxique, et n'a fait que nourrir leur narcissisme avec le sien. Donc, le fait qu'elle me blâme a fait que le reste d'entre eux me blâme. C'est-à-dire, jusqu'à ce qui s'est passé devant la police quand ils ont essayé de voler ma maison. C'est là que la chute de ma belle-sœur a vraiment commencé. Mes parents et Dan étaient réticents à l'idée de venir à ma fête de Noël après la façon dont je les avais dénoncés, mais ma belle-sœur les a convaincus de juste rassembler quelques cadeaux bon marché à la dernière minute et de se pointer. Parce qu'ils ne nous mettraient jamais dehors une fois que nous serions déjà là. Mon Dieu, comme elle s'est trompée. Elle a parié sur ce plan, et moi, avec la bénédiction complète de toutes les personnes que j'avais invitées, je l'ai mise dehors, elle et les autres. Son plan, qu'elle pensait sans aucun doute être la chose la plus intelligente qui soit, lui a explosé au visage de manière spectaculaire. Je suppose que se faire passer un savon par la famille à ma fête a non seulement encore plus ruiné la réputation de mes parents, mais ça a en fait commencé un réveil pour qu'ils finissent par ne plus écouter ma belle-sœur. Et comme je l'ai dit dans ma dernière publication, mes parents ont décidé de retourner à l'église. Peut-être parce que l'année dernière, j'avais dit qu'ils iraient probablement en enfer pour leurs actions. Je ne peux pas dire que c'est la vraie raison, mais vous devez admettre que ce serait assez satisfaisant si c'était le cas. Mes parents n'étaient pas allés à l'église depuis 2 décennies avant d'y retourner. Bien que je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée qu'ils aillent à l'église, ils doivent comprendre qu'y aller ne leur donne pas simplement une seconde chance pour toutes les saloperies qu'ils ont faites dans le passé. Mais j'ai un peu confiance qu'ils essaient au moins, parce que mes parents sont venus chez moi, sans Dan, pour s'excuser personnellement auprès de moi après avoir vu une vidéo animée de mes 3 premières publications. C'est exact, ils connaissent ce compte Reddit depuis longtemps maintenant. Ils savent aussi tout ce que je dis. Oui, ils ne sont pas contents, mais j'ai l'impression que tout le monde ici mérite une mise à jour, puisque c'est anonyme.
pour mes parents et Dan. Cependant, regarder une vidéo animée d'eux-mêmes et de leurs propres actions a été un excellent moyen de leur faire voir quel genre de personnes ils sont vraiment. Et ils sont venus s'excuser auprès de moi plus tard. Je n'avais jamais vu mon père s'excuser comme ça à qui que ce soit, et cet homme n'est pas un bon acteur, donc ça semblait sincère. Ils ont pleinement reconnu ce qu'ils m'ont fait et comment il n'y a aucune excuse pour quoi que ce soit. Ils se sont même décrits comme des narcissiques et ont admis la vérité, qu'ils m'avaient très maltraité. Puis ils ont commencé à blâmer ma belle-sœur pour beaucoup de choses. Oui, ils l'ont en quelque sorte jetée sous le bus, mais ce n'est pas comme si elle n'était pas coupable de tout ce qu'ils ont dit. Mes parents suivent une thérapie depuis un certain temps maintenant aussi, et ont proposé une thérapie familiale de groupe, mais j'ai refusé, car je ne suis pas prêt pour ça de sitôt. Dan lui-même ne s'est pas excusé auprès de moi pendant un certain temps, mais il avait l'air extrêmement plein de remords chaque fois que le passé était évoqué. Pendant ce temps, le mariage de Dan et de ma belle-sœur s'est absolument effondré. Ce n'était pas un émiettement, c'était une cascade. Sans moi comme bouc émissaire brebis galeuse distributeur automatique qu'ils ne pouvaient plus moquer ou essayer d'obtenir de l'argent, et après l'humiliation publique des médias sociaux, de mes publications Reddit, et de la vidéo animée en ligne. Ma belle-sœur a finalement laissé sortir assez de sa toxicité sur Dan et mes parents pour qu'ils réalisent qu'elle n'est pas la personne qu'ils pensaient qu'elle était. Leur déni avait été fort, mais le sentiment de privilège de ma belle-sœur était plus fort. J'ai eu de nombreuses pensées de sabre laser s'affrontant sur ce drame. Ma belle-sœur vêtue comme une bimbo cite avec un sabre laser qui ressemble à un rouge à lèvres géant ou quelque chose comme ça. J'imagine qu'il y a une mine de jeux de mots et de blagues à faire là-dessus, mais je n'ai vraiment pas pris la peine de penser à beaucoup plus de détails. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les choses n'ont fait qu'empirer, car ma belle-sœur a continué à chercher d'autres moyens d'obtenir ce qu'elle voulait. Elle n'arrêtait pas de montrer des annonces de camping-cars et de véhicules récréatifs d'occasion pour essayer de convaincre mes parents d'en acheter un pour y vivre, afin qu'ils puissent avoir la maison principale. Et elle a continué à faire ça, peu importe combien de fois on lui a dit d'arrêter. Elle a même essayé de dire que mes parents devraient simplement acheter un camping-car et avoir une vie sur la route comme le font les personnes âgées normales. C'était stupide, même pour ma belle-sœur. L'inverse a été suggéré par mes parents, que Dan et ma belle-sœur achètent eux-mêmes un camping-car pour y vivre à la place. Ma belle-sœur a essentiellement dit qu'elle ne devrait pas avoir à faire ça, puisqu'elle est la mère. Elle a à peu près brandi le fait qu'elle pensait avoir une autorité parentale totale sur tout le monde, parce que les enfants dans la maison étaient tous les siens. Et quand ma belle-sœur n'a pas obtenu ce qu'elle voulait, elle a en fait pris son bébé et a quitté la maison pour disparaître pendant plusieurs jours. Il savait qu'elle allait bien parce que son téléphone fonctionnait toujours et qu'elle répondait aux textos avec des réponses courtes mais passives-agressives. Et quand elle est revenue, elle n'était que plus aigrie, car personne n'avait cédé à ses exigences pendant son absence. Ma belle-sœur a également refusé d'aller à l'église, mais Dan y est allé avec nos parents et a emmené ses enfants avec lui, sauf le plus jeune, car ma belle-sœur a refusé de le laisser emmener le bébé n'importe où. Personnellement, je ne vais pas à l'église. Je crois en Dieu et tout ça, mais je n'aime tout simplement pas l'église. De plus, ça ne m'a jamais fait de bien en grandissant. Juste pour que tout le monde comprenne, une grande partie de ces informations vient de Dan et de mes parents, donc je ne fais que raconter ce que je sais. La merde a vraiment frappé le ventilateur quand Dan a soudainement accusé sa femme d'être une infidèle, en mars. Cela nous a tous choqués, car nous pensions qu'il était complètement soumis à elle. Mais non, il ne l'est pas, du moins plus maintenant. Vous savez tous comment il m'a traité quand j'étais dans ces mauvais papiers, eh bien, sa femme n'a pas du tout été épargnée. Il a commencé à rassembler les pièces du puzzle de sa tromperie après avoir finalement sorti la tête de son cul, et a secrètement fait des tests ADN pour tous ses enfants. 3 des enfants sont les siens, mais le plus jeune, le bébé, ne l'était pas. Pour mémoire, Dan et moi avons tous les deux les cheveux assez foncés et raides, presque noirs, comme nos parents. Les cheveux de ma belle-sœur sont raides et assez foncés aussi. Mais les cheveux du bébé sont plus clairs et un peu bouclés. Au début, Dan pensait juste que c'était à cause de l'âge du bébé. Ma belle-sœur n'arrêtait pas de minimiser et de dire qu'il foncerait avec le temps, mais les cheveux du bébé ne sont jamais devenus plus foncés. Je suppose que c'était le plus grand indice de Dan. Il a confronté sa femme avec les résultats ADN devant nos parents, et elle s'est effondrée en sanglotant que c'était une erreur. Ma belle-sœur a sorti tous les arrêts du Darvo, nié, attaqué, et inversé les rôles de victime et d'agresseur, niant, distillant la vérité, et manipulant. Mais Dan n'en a rien eu à faire, et avait en fait plus pour découvrir sa liaison que je n'aurais jamais pensé.
Je savais qu'il était intelligent, il se laissait juste être stupide. Il avait des preuves détaillées de son infidélité, avec des relevés téléphoniques, des textos qu'il a récupérés de son téléphone, des relevés bancaires, et le test ADN. Il a même identifié l'homme avec qui elle trichait, qui est probablement le père, car il a les cheveux beaucoup plus clairs et bouclés. Les preuves contre elle étaient claires comme de l'eau de roche, et Dan a dit qu'elle était si mauvaise pour cacher sa liaison qu'il n'a même pas eu de mal à tout découvrir une fois qu'il a commencé à chercher. Mes parents ont exigé que ma belle-sœur quitte leur maison immédiatement. C'est laquelle est devenue folle furieuse contre tous. D'abord en criant, mais elle est rapidement devenue physique. La police a dû être appelée par ma mère, et oui, ma belle-sœur a été arrêtée. Elle a pas mal griffé Dan et mon père avec ses longs faux ongles, et a même blessé son fils aîné dans la mêlée, en le frappant assez fort pour lui faire un œil au beurre noir et un saignement de nez quand il a essayé d'intervenir. Dan a été assez intelligent pour avoir son téléphone en train d'enregistrer à proximité quand il l'a confronté, donc la police avait tout ce dont elle avait besoin pour l'arrêter pour agression. Les parents de ma belle-sœur ont dû venir la libérer sous caution. Puis ils sont revenus pour le bébé, les affaires de ma belle-sœur, et sa voiture aussi. Quelques jours après que ma belle-sœur a été libérée sous caution, elle s'est présentée chez moi, parce que j'étais apparemment le prochain sur sa liste de merde. Dès que j'ai ouvert la porte, elle s'est lancée dans une tirade délirante où elle m'a accusé de poster sur Reddit, puis a dit que j'étais le fléau de son existence. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle était peut-être défoncée, parce que ça semblait extra fou pour elle, et ses yeux n'avaient pas l'air normaux. Elle a affirmé que les mères avec de jeunes enfants sont la chose la plus sacrée au monde, puis a continué à crier que céder ma maison n'aurait pas dû être trop demandé, parce que soutenir la famille était le moins que j'aurais pu faire, et si je l'avais fait, alors sa famille serait toujours ensemble. Quand j'ai essayé de parler pendant qu'elle déversait tout ça, elle a en fait tenté de me pousser et de me couvrir la bouche. Elle avait même la main prête comme si elle était prête à me griffer. Eh bien, ça s'est passé avec moi à peu près comme vous pouvez vous y attendre. Je ne suis pas du genre à me laisser menacer. Je lui ai dit que j'appellerais la police si elle ne retirait pas ses mains de moi à l'instant même. Je lui ai aussi dit que j'avais tout filmé sur ma sonnette caméra. Elle a commencé à paniquer au moment où elle a entendu caméra. Puis j'ai fini par la démolir verbalement au point qu'elle reculait de mon Porsche. Je lui ai dit qu'elle avait un sacré culot de me traiter de privilégiée alors qu'elle est exactement ça. Elle n'a travaillé pour rien de ce qu'elle avait, a trompé son mari et est tombée enceinte de son amant, a fait faire à ma mère la plupart du travail parental pour ses enfants, a dépensé l'argent de Dan jusqu'à ce qu'il soit dans un trou financier. Et a agi comme si elle avait droit à ma maison au point d'essayer de la voler. Je l'ai traitée de privilégiée puissance 1000, et de salope avide aveuglée par le narcissisme. Puis je lui ai dit d'arrêter de me blâmer pour ses propres actions et de ne plus jamais se présenter chez moi. Se faire dire tout ça était à peu près tout ce dont ma belle-sœur avait besoin d'entendre avant de remonter dans sa voiture, puis de démarrer en trombe et de partir à toute vitesse. C'était finalement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Maintenant qu'elle était séparée de Dan, j'ai fini par aller à la police et déposer une plainte contre elle pour harcèlement et pour l'agression qu'elle avait commise sur moi l'année dernière. Et le fait qu'elle ait mis ses mains sur moi sur mon Porsche n'a fait qu'ajouter à cela. La police a maintenant tout enregistré, et j'ai donné des copies de la vidéo à Dan pour son avocat en divorce. Et oui, j'ai demandé une ordonnance restrictive contre ma belle-sœur. Elle a été facilement accordée, car il était évident que la femme est déséquilibrée. Elle n'a pas fait de publication sur les réseaux sociaux à mon sujet depuis que j'ai pu voir, mais c'est juste parce qu'elle a mis son profil en privé. J'espère que son navire de blâme contre moi a coulé depuis longtemps. Quoi qu'il en soit, elle m'a laissé tranquille. Ma belle-sœur était toujours avec son amant pendant le divorce. À l'époque, je n'avais aucune idée réelle du genre d'homme qu'il est, mais toute personne qui couche avec le conjoint de quelqu'un d'autre et a même un enfant avec lui n'a vraiment pas beaucoup de morale pour commencer. Une fois que le divorce a été en cours, ma belle-sœur a admis que Dan n'était tout simplement pas assez homme pour elle, car il ne pouvait pas se permettre de lui offrir le style de vie qu'elle voulait. Elle se croyait en fait au niveau d'une épouse trophée, et qu'elle méritait d'être avec quelqu'un de riche. Dan a dit qu'il a imité Amy et Harry d'elle de manière maniaque. Il a dit qu'elle n'était pas assez belle pour être une épouse trophée, et a mentionné tous ses autres défauts. Ma belle-sœur a fini par être humiliée par cela et s'est enfuie comme une enfant. En raison de devoir vivre avec ses parents, ma belle-sœur a été forcée de travailler dans leur entreprise familiale, car Dan ne lui donnait plus accès à ses comptes bancaires. Elle avait déjà maximisé toutes les cartes de crédit qu'il lui avait précédemment données.
Et elle s'est plainte d'avoir à travailler pour ses parents malgré un diplôme universitaire, mais je pense qu'ils étaient les seuls à l'employer de toute façon, puisqu'elle a un casier judiciaire et une interruption de 10 ans dans son CV. J'ai entendu de Dan que ses parents étaient également très déçus d'elle, mais ce n'était qu'une rumeur. Il pourrait être aussi mauvais qu'elle, pour tout ce que j'en sais. Quoi qu'il en soit, le spectacle de merde d'un divorce a vraiment décollé une fois qu'il a commencé. Ma belle-sœur n'en est pas sortie avec grand-chose, surtout parce qu'elle a eu une liaison, a physiquement blessé son mari et son fils aîné, et c'est un état où la faute est reconnue, comme je l'ai mentionné plus tôt. Elle a donc dit adieu à toute chance d'obtenir une pension alimentaire. J'entrerai dans les détails dans la dernière publication. Voici ce que je sais du divorce de mon frère Dan. L'avocat de Dan a tiré quelques ficelles pour que le divorce commence le plus vite possible, mais ça lui a coûté. Je ne connais pas les détails plus spécifiques ni combien tout a coûté, ils ne me l'ont jamais dit. Ma belle-sœur, d'un autre côté, était financièrement acculée, très mal. Et vous savez ce qui peut arriver quand on accule un animal. Elle s'est défendue, mais la loi n'était pas de son côté, ni ses finances en baisse. Les parents de ma belle-sœur ont dû payer un avocat pour elle, et pas un très bon non plus. De plus, elle a en fait amené son amant au tribunal de divorce pour témoigner en sa faveur. Ce type était un vrai numéro. Il avait une langue bien pendue et un sourire charmeur, qu'il a essayé d'utiliser à son avantage. Il a affirmé que ma belle-sœur avait été lésée par un mari incompétent, c'est pourquoi elle a cherché les bras d'un autre homme. Il a affirmé qu'il était prêt à assumer la responsabilité de son enfant qu'il avait eu avec ma belle-sœur, mais que ma belle-sœur aurait toujours besoin de la pension alimentaire pour l'aider à subvenir à ses besoins et à s'occuper du dit enfant. Il a fait remarquer que, comme Dan était encore sur l'acte de naissance à l'époque, la pension alimentaire devrait être l'une de ses obligations. Dan a dit que ce type utilisait de grands mots et un sourire charmeur, mais semblait d'une stupidité particulièrement spéciale. Et venant de Dan, c'est dire quelque chose. Le juge n'a pas non plus été influencé le moins du monde et a dit au beau-parleur qu'il était un hypocrite de dire qu'il était prêt à assumer la responsabilité de son propre enfant tout en tendant la main pour de l'argent de l'homme dont il a aidé à ruiner le mariage. Ça l'a fait taire. Dan était prêt à poursuivre l'amant de sa femme pour aliénation d'affection aussi, cependant, ça a échoué. Je suppose qu'il aurait été à Dan de prouver à quel point elle l'aimait avant le début de la liaison, mais après que son masque soit tombé et que nous ayons vu la vraie elle, nous ne sommes pas sûrs si elle l'a jamais vraiment aimé, ou si elle aimait juste avoir un ticket repas. Quelqu'un ici a souligné que ma belle-sœur a probablement continué à faire des enfants pour éviter de trouver un travail, et vous aviez peut-être raison. Quoi qu'il en soit, ma belle-sœur a essayé de faire traîner le divorce, mais l'avocat de Dan et le juge l'ont empêché de le faire beaucoup. Je jure que Dan a dû avoir une chance incroyable, car il a eu l'un des juges les plus méchants et les moins sympathiques envers les infidèles de l'État. Et toutes les preuves que nous avions sur ma belle-sœur ont rendu facile de l'empêcher de jouer la victime. Donc, à la place, elle a juste laissé sortir sa vraie personnalité de garce, puisqu'il n'y avait plus de raison de la cacher. Le tribunal avait tous les dossiers fournis par Dan et moi-même, rapports de police, photos et enregistrements pour prouver qu'elle était une narcissique abusive. Il y avait une montagne de preuves contre ma belle-sœur, qu'elle n'avait aucun moyen de surmonter ou de contourner. Elle a essayé de se tenir contre la montagne, mais c'était un terrain propice aux avalanches. À la fin du divorce, ma belle-sœur a conclu un accord pour que les choses se terminent rapidement. Dan prend les 3/4 de la dette de carte de crédit, obtient son nom retiré de l'acte de naissance du bébé de la liaison, et ma belle-sœur est partie avec seulement la garde partielle de ses enfants. Pas de pension alimentaire, mais aussi sans la plupart des dettes de crédit qu'elle a accumulées. Le fait qu'elle soit légalement employée par ses parents signifiait qu'elle avait un revenu propre sur lequel retomber pour commencer à payer ses dettes. Elle peut voir ses autres enfants presque quand elle le veut et peut les prendre le week-end, mais pour une raison quelconque, elle a fait très peu de tentatives pour même les voir. Elle les a emmenés manger au fast-food quelquefois, mais elle ne les a jamais ramenés chez elle. Les enfants sont de retour à l'école maintenant, ce qui lui donne encore moins d'occasion de les voir. On pourrait penser que ses parents voudraient voir leurs petits-enfants, mais ils n'ont pas contacté Dan à ce sujet. Ils voyaient à peine les enfants de Dan avant ça aussi. Maintenant, ils ne prendront peut-être même plus la peine de les voir du tout. Est-ce qu'ils détestent les enfants ou quelque chose comme ça? Même Dan ne le sait pas, mais il me dit que ses beaux-parents ont toujours été indifférents envers lui. Quant à Dan, eh bien, il aimait vraiment beaucoup sa femme, donc la trahison de son infidélité l'a fait se jeter sur la bouteille. Remontons à la nuit de sa confrontation avec sa femme. Il est venu me voir dans un état second,
une bouteille de whisky à la main, et le visage tout griffé et couvert de bandages. Je ne dirais pas qu'il était encore ivre, mais j'ai paniqué en le voyant dans cet état au début. Puis je l'ai réprimandé pour avoir conduit sous l'influence, mais cela ne signifiait pas grand-chose pour lui comparé à la trahison de sa prostituée infidèle de future ex-femme. Nous avons passé quelques heures à traîner dans mon camping-car pour ne pas déranger mes locataires. Pendant tout ce temps, Dan buvait du whisky directement à la bouteille et pleurait qu'il est un imbécile, et comment il regrettait d'avoir jamais épousé ma belle-sœur. Pratiquement chaque fois qu'il la mentionne maintenant, il l'appelle simplement cette salope. C'est donc le surnom de mon ex-belle-sœur maintenant. Ironiquement, ce temps passé ensemble a été le plus grand rapprochement que Dan et moi ayons eu en 15 ans. Bien qu'il ne se soit pas exactement excusé auprès de moi, il s'est qualifié de personne de merde avec un goût terrible en matière de femmes. Puis il a dit que, au moins, je n'avais pas fait ces erreurs, malgré tout ce qu'il m'avait fait auparavant. Il est toujours mon jeune frère, et je ne pouvais pas risquer de le laisser essayer de rentrer en voiture. Je lui ai donc dit de passer la nuit et j'ai réussi à prendre ses clés. Puis j'ai préparé la couchette dans mon camping-car pour qu'il puisse l'utiliser. J'ai loué mes chambres d'amis, après tout. Il n'était pas en état de conduire pour rentrer, et s'il avait pris un Uber, il aurait dû le payer, puis revenir chercher sa voiture plus tard. Il était toujours un désastre dépressif et pleurant, et ne voulait pas que nos parents ou ses enfants le voient comme ça. Et franchement, j'avais peur qu'il fasse quelque chose d'insensément stupide si je le laissais partir. Je ne voulais pas qu'il dorme dans la maison, donc le mettre dans le camping-car était la meilleure option. Ce n'est pas parce que cette salope l'a trahi que je lui faisais soudainement confiance. Il valait donc mieux qu'il décuve dans le camping-car. Nous avons tous les deux passé du temps dans le camping-car à jouer à des jeux et à regarder des films sur mon lecteur DVD portable. Le poker n'était pas amusant à seulement deux, et le jeu du pouilleux était juste ennuyeux. Heureusement, j'avais aussi un jeu de Uno et un jeu de bataille navale à l'ancienne. Il a vraiment aimé ça. C'était suffisant pour le distraire jusqu'à ce qu'il soit enfin prêt à s'allonger, après avoir fini le whisky. Il en a vomi une bonne partie dans un seau de toute façon. Mais il n'était pas opposé à dormir dans mon camping-car. En fait, il a trouvé l'idée plutôt cool. Dan avait beaucoup de questions pour moi sur la façon dont j'avais vécu dans le camping-car aussi longtemps, et je les ai toutes répondues. Si ce n'est que pour le tenir occupé, mais je devais aller me coucher moi-même, car je devais me lever tôt. Je l'ai donc laissé avec mon lecteur DVD portable et quelques films. De cette façon, il pouvait s'amuser seul pendant un moment, s'il arrivait même à rester éveillé. Avant de partir au travail le matin, je suis passé pendant que Dan était évanoui dans la couchette, et j'ai laissé une bouteille d'ibuprofène et une boisson énergisante sur le comptoir de la kitchenette du camping-car. Ainsi que ses clés de voiture et une lettre lui expliquant de partir par le portail du jardin. Il est parti sans problème vers 13h30. Environ un mois après que mon ex-belle-sœur, alias cette salope, a été mise à la porte, Dan est venu me demander d'emprunter mon camping-car. Je suppose qu'il l'a trouvé plus confortable que je ne le pensais quand il y a dormi. Et il a pleinement admis qu'il n'avait pas demandé plus tôt par fierté. Mais avec sa future ex-femme hors de la maison, il a décidé de céder sa chambre à son fils aîné. Il a 2 filles et un garçon, le garçon étant l'aîné et maintenant âgé de 8 ans. Les enfants étaient tous obligés de partager une chambre jusqu'à ce point. Ils avaient juste des rideaux pour la moitié de la chambre du garçon, mais le garçon dormait souvent sur le canapé pour éviter ses sœurs. Je sais que le pauvre gamin était vraiment désespéré d'avoir sa propre chambre. Je suppose donc que Dan a décidé de prendre enfin une meilleure décision en tant que père et est venu me voir pour me supplier d'emprunter mon camping-car, afin que son fils puisse avoir sa chambre. S'il avait pu se le permettre, il aurait acheté son propre camping-car au lieu de compter sur moi, et l'a même dit. Je n'avais même pas encore eu la chance d'utiliser le camping-car pour du vrai camping, mais j'ai cédé, car c'était en fait pour une bonne cause. Et il a promis d'acheter le sien à temps de toute façon. Non, je n'ai pas demandé d'argent de loyer pour le camping-car. Dan est déjà dans un trou financier suffisant en ce moment. Mon ex-belle-sœur et le divorce l'ont vidé. Et j'ai appris que j'obtiens de bien meilleurs résultats avec la famille ces derniers temps en n'étant pas rancunier. J'ai chargé mon camping-car et je l'ai déposé dans le jardin de mes parents, et mon père a installé un disjoncteur de 30 ampères pour qu'il y ait assez de puissance pour que Dan puisse faire fonctionner le chauffage et la climatisation quand il en aura besoin. Le camping-car me manque, après tout ce temps à y vivre, j'avais l'impression qu'il faisait partie de moi. Mais la seule raison pour laquelle je l'ai prêté, c'était pour le bien des enfants de Dan. Pratiquement,
La seule raison pour laquelle je fais encore quelque chose pour mes parents ou Dan, c'est pour le bien de ses enfants, car je me suis attaché à eux. Et oui, je sais que je ne récupérerai peut-être pas le camping-car avant un bon moment, et probablement pas dans l'état où je l'ai prêté. Mais j'ai prévenu Dan et mes parents qu'ils seront financièrement responsables de tout dommage qu'ils causent au camping-car, ainsi que de son entretien aussi longtemps qu'ils l'auront. J'ai aussi pris de nombreuses photos et vidéos horodatées du camping-car, à l'intérieur et à l'extérieur, avant de le prêter, afin de pouvoir prouver son état avant son départ. Dan a même enregistré une vidéo avec moi acceptant mes conditions, donc c'est aussi bon qu'un contrat. Avec le fardeau financier du divorce, Dan ne pourra pas se trouver un logement à lui avant des années, je parie. Bien qu'il ne semble pas se plaindre de vivre dans le camping-car, au moins. Mais je ne sais pas s'il aime vraiment ça ou s'il fait juste semblant. Mais je peux deviner que ça lui rappelle les cabanes dans le jardin que nous avions quand nous étions enfants, car c'est ce que je ressentais parfois. Quoi qu'il en soit, il y vit maintenant. J'ai aussi reçu des éloges majeurs de la famille élargie pour lui avoir permis de l'emprunter. Je suis maintenant appelé par beaucoup d'entre eux le bon frère que Dan ne mérite pas. Quoi qu'il en soit, je pense que se débarrasser de ma belle-sœur a été un excellent premier pas pour réparer la famille dans son ensemble. J'ai toujours peu d'estime pour mon frère et mes parents après la façon dont ils m'ont traité toute ma vie, mais je ne vais pas laisser les enfants de Dan en souffrir. Ces enfants se sont en fait vraiment attachés à moi. Ils sont en fait heureux de me voir quand je passe ou quand ils me rendent visite. J'ai même fait du babysitting quelquefois. Maintenant qu'ils n'ont plus la toxicité de leur mère autour d'eux, ils sont devenus des enfants beaucoup plus gentils, surtout envers moi. Je commence en fait à apprécier d'être un oncle maintenant. Ma mère fait toujours le gros du travail parental pour mes neveux et nièces, et elle a agi aussi gentiment que possible pour rester dans mes bonnes grâces. Mon père a souvent l'air très vaincu en ma présence, mais sinon, il a été soit stoïquement silencieux, soit généralement gentil avec moi. Mais il ne me parle pas beaucoup. C'est tout de même bien mieux que la façon dont il était avant. Au moins, je ne baisse pas ma garde non plus. Mes parents semblent plus heureux que mon ex soit parti, et ils disent souvent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont bien pu voir en elle. Ma mère surtout, parce que les deux se sont affrontés pour savoir qui était maman dans la maison pendant longtemps. Maintenant, pour la dernière partie. En même temps que le divorce, Dan a poursuivi pour faire retirer son nom de l'acte de naissance du bébé qui n'était pas le sien. Cette salope ne voulait pas vraiment le changer, car cela signifiait plus de pension alimentaire de la part de Dan, comme elle le faisait. Cependant, il y a eu un test de paternité ordonné par le tribunal pour l'homme identifié comme le père du bébé. J'étais prêt à rire au cas où il s'avérerait qu'il n'était pas le père non plus, mais il l'était. Et l'avocat de Dan a eu une longue discussion avec l'avocat de mon ex-belle-sœur. Mon ex-belle-sœur n'avait aucune base solide, et Dan était prêt à se battre pour rendre sa situation encore pire. Elle n'avait plus les moyens financiers de le combattre et a accepté de changer l'acte de naissance. Le beau parleur qui l'avait mise enceinte a assumé sa responsabilité financière en tant que parent, mais il n'est finalement pas resté avec ma belle-sœur. Il a contacté Dan par l'intermédiaire de son avocat pour lui dire qu'il avait rompu avec cette salope et qu'il ne le dérangerait plus. J'ai vérifié les réseaux sociaux de ce type après que Dan m'ait envoyé le lien, et le beau parleur était contrarié que maintenant il soit financièrement responsable d'un enfant qu'il n'avait jamais prévu d'avoir, et qu'il est trop jeune pour ça. D'après ce que l'avocat de Dan a pu découvrir, cet homme a un peu plus de 40 ans. Il a l'air plus jeune qu'il ne l'est, mais il n'est en aucun cas un jeune homme. Peu de temps après, il a mis son profil en ligne en privé. Mon ex-belle-sœur a fait de même avec le sien bien avant, donc je n'ai plus d'informations à donner. C'est peut-être la fin. Mon ex-belle-sœur est hors de nos cheveux. Mes parents et mon frère ont enfin fait un véritable effort pour être de meilleures personnes. Je suis étonnamment heureux en tant qu'oncle, et ma maison est toujours ma maison. Sans surprise, mon ex-belle-sœur a vu mes publications Reddit. Elle ne peut pas me contacter à leur sujet de quelque manière que ce soit, sauf avec un avocat, grâce à mon ordonnance restrictive contre elle. Et elle ne peut probablement pas se permettre d'engager un avocat en ce moment de toute façon, puisque le divorce l'a également vidé financièrement. Elle s'est donc plainte à Dan à ce sujet et a exigé qu'il me dise de supprimer mon compte Reddit. Mais non seulement Dan a lu mes récentes publications, mais il ne s'en soucie plus. Il a dit qu'elles lui servent de rappel du connard qu'il était, et il ne perd pas le sommeil à ce sujet. De plus, je l'ai quand même aidé malgré tout ce qu'il m'a fait, donc il ne va pas être contrarié à ce sujet. Mes parents se sont également assurés d'essayer de traiter Dan et moi plus équitablement quand je suis là aussi. Mon père est toujours un homme de peu de mots autour de moi,
bien que quelqu'un ait souligné que changer maintenant, après si longtemps à me traiter comme l'opposé de Dan, signifie qu'il ne sait plus comment se connecter avec moi. Et je pense qu'ils ont raison. Je ne suis pas dérangé par sa façon d'être maintenant, cependant. Ma mère a également développé l'habitude de dire qu'elle est désolée pour chaque petite chose en ma présence. Dan m'a dit qu'elle et mon père ont été beaucoup sermonnés par la famille élargie et leurs conseillers, et maintenant ma mère sent qu'elle a besoin de s'excuser pour tout. Tout cela contraste fortement avec la façon dont il me traitait auparavant. De plus, je n'ai pas parlé avant de l'opinion de mon ex-belle-sœur sur le fait que Dan emprunte mon camping-car pour que son fils puisse avoir son ancienne chambre à elle et à Dan. Eh bien, comme une brute stéréotypée, elle l'a méprisé et s'est moquée de lui à ce sujet, parce que maintenant, il vit comme un clochard, comme elle l'a dit. Mais Dan l'a pris avec philosophie et a demandé si elle avait fini, parce qu'il savait que c'était exactement comme ça qu'elle réagirait, et il s'en fiche complètement maintenant. Elle est presque morte pour lui, et ses insultes sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Puis il lui a fait remarquer qu'il vivait dans le camping-car parce qu'il faisait passer ses enfants avant lui, pour que son fils puisse avoir sa propre chambre. Quelque chose que son ex n'a jamais fait, bien qu'étant leur mère. Elle n'a fait qu'utiliser ses enfants et sa grossesse comme des armes pour ne pas travailler et pour faire du chantage émotionnel à tout le monde. Puis il lui a demandé de lui rappeler comment ça fonctionnait pour elle. Remarquez, c'était au début de leur divorce. Je suis sûr que vous pouvez tous deviner sa réaction. Dan a dit que son ex a fait une sacrée crise de nerfs à propos de mes récentes publications, mais personne n'a pris la peine de me contacter en son nom pour les faire retirer. Elle doit donc juste vivre avec une honte bien méritée. Elle a essayé d'être plus gentille avec Dan ces derniers temps. Je suppose que l'herbe n'est pas si verte en vivant avec ses parents. Dan la tolère comme la mère de ses enfants chaque fois qu'ils se rencontrent, mais rien de plus. Il ne la reprendra jamais. Il m'a dit qu'il ne pourra jamais la regarder comme avant, et la seule pensée d'elle le rebute émotionnellement. Donc, mon ex-belle-sœur n'a pratiquement aucune chance de réconciliation. Je n'ai aucune nouvelle information sur l'amant de mon ex-belle-sœur. Ses réseaux sociaux sont toujours verrouillés, de même que ceux de mon ex-belle-sœur, et il est probable que cela reste ainsi tant que j'ai une chance de les lire. C'est arrivé au milieu de la nuit très tôt le matin du 1er. Je soupçonne que c'était mon ex-belle-sœur, mais la personne que mes caméras ont enregistrée portait des couches de sweats épais et avait le visage enveloppé, ainsi que de grandes lunettes couvrant les yeux. On ne pouvait pas vraiment dire si c'était un homme ou une femme. La personne est venue à pied aussi, donc pas de voiture à identifier. Elle avait à peu près la taille de mon ex-belle-sœur, cependant, mais ce n'est pas grand-chose en termes de preuves. Si c'était mon ex-belle-sœur, elle connaissait mes caméras, donc couvrir son visage et son corps pour une vengeance mesquine à base d'œufs était probablement la chose la plus intelligente qu'elle ait faite depuis des années. Belle façon de mettre enfin son diplôme universitaire à profit, en bombardant un vieux pick-up déglingué. L'agresseur aux œufs s'est présenté vers 3 heures du matin. Je dormais profondément et n'ai rien entendu. Qui que ce soit qui est apparu cette nuit-là a rapidement jeté une douzaine d'œufs sur tout mon camion. Au moins, il n'a pas tenté de faire plus de dégâts et a disparu en un éclair dès que le dernier œuf a été jeté. Je n'ai vu le désordre qu'en partant au travail le matin. J'ai passé mon camion au lave-auto local pendant ma pause déjeuner, ce qui a enlevé la plupart des œufs. J'ai dû le frotter un peu plus tard après le travail. Les œufs ne sont vraiment pas bons pour la peinture, mais le camion date des années 90 et n'a pas l'air neuf de toute façon. J'ai pris des photos et déposé une plainte à la police avec les images de vidéosurveillance comme preuve, mais jusqu'à présent, rien n'en est sorti. Il n'y a pas eu de réel dommage, à part mon irritation mineure et 15 € au lave-auto. Si mon ex-belle-sœur a fait ça, alors elle a été assez intelligente pour ne jeter que des œufs et ne pas rayer ma peinture ou crever mes pneus, pour que mon assurance ne soit pas impliquée. Je ne pense pas que la plainte à la police donnera grand-chose, car les flics semblent la considérer comme une probable farce d'adolescents. Je comprends qu'ils étaient probablement surchargés de travail, mais au moins, le rapport gardera une trace écrite en cas d'incident futur. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour publier parce que je me demandais si quelque chose d'autre se produirait, mais non, juste un retour à la paix et à la tranquillité. J'apprécierais cependant de bons conseils sur la question, juste au cas où quelque chose comme ça se reproduirait. J'ai demandé à des gens dans la rue à propos de caméras ayant peut-être vu la personne qui a bombardé ma voiture d'œufs. Les réponses allaient de « nous n'avons pas de caméra » à « c'était Halloween et les gens font des farces stupides, laissez tomber ». Les quelques personnes qui ont été utiles m'ont dit que j'avais attendu beaucoup trop longtemps pour demander et que les enregistrements s'étaient auto-supprimés. En gros, l'agresseur s'en est tiré.
Mais si c'était ma belle-sœur, je suppose qu'elle a dû marcher environ 800 mètres dans ses suites juste pour ne pas que sa voiture soit repérée sur une caméra ou quelque chose comme ça. Ça ne me surprendrait pas si elle se demandait si ça en valait la peine. Oh eh bien, je suppose que je vais juste attendre et voir si l'agresseur aux œufs revient l'année prochaine. J'ai distribué des photos imprimées de l'agresseur, et j'en ai même affiché quelques-unes sur des poteaux. Donc maintenant, les gens de mon quartier sont au moins au courant. Les locataires qui louent 2 chambres dans ma maison sont restés à l'écart, et je ne les blâme pas vraiment, ce n'est pas leur problème.